C'était la fin de l'automne. Il pleuvait légèrement, la moitié de la neige frappant la vitre. Des arbres sans feuilles, des fleurs fanées dans les parterres, des flaques d'eau. Tout cela était déprimant, triste et morne. Depuis 17 ans, Claude voyait le même tableau, à la même époque de l'année, à la même fenêtre. Le nombre de larmes que la jeune fille avait versées devant ce tableau ne pouvait être mesuré. Pas plus que le chagrin d'amour qu'elle avait ressenti toutes ces années à un tel moment. 31 octobre. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Pour d'autres, c'est un jour férié, mais pour Claude, c'est une nouvelle occasion de se rendre compte qu'elle est seule au monde. Depuis sa naissance, Claude a vécu dans un orphelinat. Elle n'a pas connu ses parents. Les soignants ont seulement dit qu'ils l'avaient trouvée sur le pas de la porte de l'hôpital. Il n'y avait pas de papier. Les médecins ont déterminé que Claude était probablement né à la maison, mais la mère est restée introuvable. Le médecin-chef de l'hôpital a donné le nom de la petite fille et le nom de famille a été donné à samedi. C'est ce jour-là que la petite fille a été retrouvée. Et c'est ainsi qu'elle est devenue Claude Effet samedi. Tout s'est très bien passé. Claude était en bonne santé, elle se développait conformément à son âge. Mais la chance s'est détournée de la petite fille dès qu'elle a été trouvée un soir d'automne. Claude n'a jamais été adopté. Non, de nombreux parents potentiels sont venus voir les enfants, mais pour une raison ou une autre, Claude n'a jamais eu de chance. La couleur de ses yeux ne lui convenait pas, ou elle n'aimait pas les filles nattes de la fillette, ou encore elle avait besoin d'un garçon. Mais Claude rêvait d'avoir une famille, d'avoir un papa et une maman, de ne lire des histoires que pour elle à l'heure du coucher. Et le week-end, nous irions tous pique-niquer ensemble et nous aurions un chien. Un chien tout doux et joueur. Bien que ce soit possible et que ce ne soit pas un chien, un chat conviendrait aussi, et même des poissons dans un aquarium, et c'est très bien. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Les tuteurs ont choisi Christine, Monique, Bernard, mais Claude n'a pas été choisi, personne n'était attiré par elle. À 10 ans, elle espérait un miracle, mais à l'âge de 14 ans, elle a compris que ce n'était pas prévu. Elle n'aurait jamais de parents, ni de chat, ni de chien, ni même de poisson. Cependant, à chaque anniversaire, elle s'asseyait sur le rebord de la fenêtre, regardait dehors et rêvait qu'un jour elle partirait d'ici et que tout changerait dans sa vie. Elle fonderait sa propre famille, aurait des enfants qui seraient les plus heureux du monde. Quel que soit le temps qu'ils feraient dehors, ils auraient leur maman à leur côté. Leurs anniversaires ne seraient remplis que d'émotions positives. Un énorme gâteau, des bougies et beaucoup d'amis. Non, à l'orphelinat, Claude recevait des vœux d'anniversaire. Même la cuisinière, Madame Martinet, a préparé un gâteau avec des pommes. Mais tout cela était si banal. Et Madame Garnier, la directrice, offrait même un petit cadeau, le plus souvent un livre. C'était gentil, bien sûr, mais ce n'était pas sincère. Claude entendit la voix de Guillaume. Ils étaient amis avec Guillaume depuis une dizaine d'années, depuis qu'il avait été amené à l'orphelinat par sa mère alcoolique. Maigre, effrayé, il ne mangeait pas à sa faim et cachait du pain sous son oreiller. Et Claude lui apportait sa part, un biscuit, ce pain, ou même un hot dog. Les soignants s'en apercevaient et les engueulaient. Il ne pouvait pas manger autant. Mais Claude continuait à nourrir Guillaume en cachette. Puis il s'est habitué, il a fini par manger suffisamment, il s'est calmé, et au fil des ans, ce n'est plus Claude, mais lui qui l'a aidé. Il l'a protégé des brutes et l'aidait en maths. Ils étaient dans la même classe. Ils rentraient à la maison et retournaient à l'école ensemble. Un véritable ami fidèle. Claude connaissait sa triste histoire. Il s'avère que Guillaume avait un frère dont il ne se souvenait pas. Il avait été enlevé à sa mère à la naissance de Guillaume, et Guillaume ne savait pas où il était maintenant. Il avait été adopté par un couple, et l'histoire s'arrêtait là. Et sa mère, elle n'avait jamais rendu visite à Guillaume à l'orphelinat, mais au fil des ans, il s'était sevré de penser à elle. Guillaume, comme Claude, était seul au monde. Ce soir, il savait où se trouvait Claude. De nouveau assise sur sa fenêtre, dans la buanderie. Un sanctuaire où la jeune fille déversait toutes ses larmes et tous ses soucis. Guillaume grimpa à côté d'elle sur le rebord de la fenêtre et fouilla dans sa poche. « Claude, bon anniversaire !» Guillaume sourit et fronce le nez. « Ça te plaît ?» Il tendit la main et regarda la jeune fille. Dans sa paume, il y avait une bague. « Guillaume, où l'as-tu ?»« Tu l'as volée. »« Tu l'as volée ? Pourquoi l'avoir volée ?» S'offusque-t-il, je l'ai achetée.
J'ai juste coupé l'étiquette pour que tu ne vois pas le prix. Je n'avais pas assez d'argent pour un paquet cadeau, désolé. Où as-tu trouvé l'argent? Non, à l'orphelinat. On me donnait de l'argent de poche. Mais il fallait économiser pendant un an pour acheter ne serait-ce qu'une bague en argent. Je l'ai gagnée, Claude. J'ai fait exprès de travailler pour pouvoir t'offrir quelque chose pour ton anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Ça te plaît? Et c'est là. Je crois que j'ai pris la bonne taille. Claude se souvint qu'il y a un mois, Guillaume avait commencé à faire des fugues le soir pendant 2 ou 3 heures. Il y avait un marché non loin de l'orphelinat. Et Guillaume Y avait cueilli des fruits auprès d'un vendeur. Le vieil asiatique a eu pitié du garçon, lui a donné une chance de travailler. Mais tout cela n'était pas officiel, les soignants n'étaient pas au courant. Et Claude a gardé le silence. Mais elle pensait que Guillaume le faisait pour elle, et il s'est avéré qu'il gagnait un cadeau pour elle. La jeune fille mit la bague. Elle sourit joyeusement. Merci Guillaume. C'est si inattendu et si gentil. Tu n'as qu'à la cacher au tuteur et aux filles, sinon quelqu'un va la voler, dit Guillaume. Elle répondit par un signe de tête, puis l'embrassa sur la joue. Surprise. Guillaume la regarda avec surprise, puis rougit. Rougir, dit Claude. Guillaume. Qu'est-ce que tu fais, imbécile? Dit Guillaume, puis il s'enfuit en courant. Claude s'assit en souriant, et même le temps qu'il faisait à l'extérieur de la fenêtre ne parvint pas à gâcher son humeur. Pour la première fois de sa vie, on lui avait offert un vrai bijou. Ce n'était pas une barre de chocolat ou un autre livre, un vrai cadeau d'adulte. Et le fait que Guillaume l'ait traité de tous les noms n'était rien. Claude savait que Guillaume était colérique. Il dit toujours quelque chose sous le coup de la confusion et s'excuse ensuite. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Au bout d'une dizaine de minutes, Guillaume revint. « Claude, pardonne-moi, j'ai été moi-même un imbécile, dit-il. »« Je te pardonne, dit-elle en souriant et en tapotant le rebord de la fenêtre à côté d'elle. » Guillaume sauta à nouveau à côté d'elle, et tous deux étaient déjà assis ensemble, discutant de toutes sortes de choses insensées. Si le professeur ne les avait pas dispersés, ils seraient restés là toute la nuit. Dans la salle des filles, Guillaume, lorsque la maîtresse se détourna, embrassa soudain Claude sur la joue. C'était à son tour de rougir. Elle courut silencieusement vers sa chambre. Puis, au moment de s'endormir, elle se souvint de ce baiser timide de Guillaume et caressa doucement la bague. Est-ce vraiment ainsi que l'amour commence? Une semaine passa après ce timide baiser. Claude et Guillaume se sentaient mal à l'aise l'un devant l'autre, alors qu'ils étaient amis depuis tant d'années. Ils avaient étudié ensemble et étaient retournés à l'orphelinat ensemble, mais ils essayaient de ne pas parler de cette nuit sur le rebord de la fenêtre. Claude cacha la bague parmi ses affaires et la garda précieusement. Parfois, en cachette de tout le monde, elle la sortait, l'admirait et souriait. Mais un jour, sa colocataire, Émilie, remarqua que Claude faisait tourner quelque chose dans ses mains. C'était la fin de la soirée et la lampe de table brûlait dans la pièce. Claude pensait que tout le monde dormait. Allongée sur le lit, elle fait tourner la bague dans sa main. Elle sursaute en entendant la voix d'Émilie. « Viens me montrer ce que tu as là. »« Rien, » répondit Claude, et voulut se détourner vers le mur, serrant le bijou dans sa main. Mais Émilie la saisit par le bras, et il s'ensuivit une petite bagarre. Le précepteur entra en courant, la lumière brilla, et alors Émilie serra la main de Claude si douloureusement que sa paume se détacha involontairement, et la bague roula aux pieds du précepteur. « Où l'avez-vous eue » fronça les sourcils de Madame Dufour. « C'est la mienne, » répondit Claude. « On me l'a donnée. »« Ah ah, je sais que c'est un cadeau. Tu l'as volée. » Avoue. Claude était émue aux larmes par le ressentiment. Elle n'avait jamais rien pris à personne dans sa vie, et voilà qu'on l'accusait. Mais elle ne pouvait pas donner Guillaume, sinon la question se poserait de savoir d'où il tenait l'argent. Et puis Guillaume serait privé de son petit revenu, et on pourrait l'accuser de vol. « La directrice vous parlera demain matin, mais maintenant il faut que vous alliez vous coucher, » cria l'institutrice, et elle s'en alla en éteignant la lumière. Claude est resté longtemps éveillé, écoutant les murmures de ses voisins qui la jugeaient. Claude et Émilie, Corinne et Christelle n'ont pas de relation de confiance. Elle n'avait qu'un seul ami, Guillaume, mais elle ne pouvait pas le donner. Le matin, jour de congé, tout l'orphelinat est au courant de l'incident de la nuit. La directrice arrive en colère. Non seulement on lui avait encore retiré son travail le dimanche, mais en plus elle devait s'occuper du vol. Et qui? Claude.
C'est tranquille, mais à peine Madame Garnier est-elle entrée dans le bureau que Guillaume entre à son tour. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda le commissaire avec irritation. « Claude n'est coupable de rien, » lui dit Guillaume en refermant les portes derrière lui. « Il a tout avoué à Madame Garnier, le travail au marché et le cadeau. Vous quittez donc l'orphelinat sans autorisation 2 fois par semaine. » La directrice secoue la tête. « Par l'intermédiaire des soignants, par l'intermédiaire du gardien. Et je passe par la fenêtre pour aller dans les buanderies et je reviens par le même chemin, avoue Guillaume. Et qui vous ouvre la fenêtre ?» Guillaume baisse les yeux. Aurait-il pu trahir Claude? Je vois, c'est Claude qui s'en charge, devine le commissaire, ils sont 2. Guillaume, dis-moi franchement, tu as donné la bague, et vous ne l'avez pas volée? Je l'ai gagnée, s'indigne le jeune homme. Chut, chut, ne crie pas. Je te crois. Mais faisons un marché. Plus de travail au noir, sinon je porterai plainte auprès du commerçant pour utilisation illégale de main-d'œuvre enfantine. Et plus de sorties de l'orphelinat à mon insu ou à l'insu du personnel. Tu es sous ma responsabilité jusqu'à ce que tu finisses l'école, donc plus de sorties au marché. Mais, tu veux dire qu'en est-il de ton revenu supplémentaire? Il va falloir être patiente, chérie. Tu auras bientôt fini l'école et tu seras un oiseau libre. C'est ça, va chercher Claude pour moi. Madame Garnier était une enseignante sage. Elle a compris que Guillaume et Claude, ce n'était pas seulement de l'amitié, mais un premier amour. Et là, il fallait être très correct, pour ne blesser ni l'un ni l'autre. Guillaume regarda dans la chambre de Claude, elle était allongée sur le lit, tournée vers le mur. Les voisines regardèrent Guillaume en ricanant. Mais il ne réagit pas à leur rire. « Claude, Madame Garnier veut te voir, » dit-il à la jeune fille. Claude se retourna et s'approcha de lui. « Et toi, tu es allé la voir ou quoi ?» chuchote-t-elle. « Pourquoi, Claude, c'était nécessaire. Tu croyais vraiment que j'allais me taire quand on t'accusait? Et maintenant, Madame Garnier est une femme froide. Je l'ai constaté une fois de plus, » lui dit Guillaume en lui faisant un clin d'œil. Lorsque Claude entra dans le bureau, Madame Garnier était assise à son bureau et examinait la même bague. « Ce sont vos doigts si délicats » s'étonne-t-elle en souriant. Comment Guillaume a-t-il pu la deviner? Et il a avoué après coup qu'il l'avait devinée dans la paume de sa main. Je l'ai entouré sur un carnet, et il a mesuré la largeur de mon doigt et l'a calculé d'une certaine façon. C'est un bon gars, sourit encore Madame Garnier, je l'apprécie. Et aussi, Claude, ne perds pas la tête, je sais que tu es jeune, que c'est le premier amour et tout ça, mais prends ton temps. Qu'est-ce que vous racontez, Madame Garnier? On ne s'est même pas embrassé, rougit Claude. Ce n'est pas grave, c'est ce que laffe le commissaire, mais je le répète, tête, ne perdez pas la tête. Voici votre bijou. Et elle tendit une bague à la jeune fille. Merci, murmura Claude, et elle s'enfuit de l'étude. Guillaume l'attendait devant le bureau. Comment ça se passe? Demanda-t-il, grondé. Non, elle a rendu la bague. Ils se regardèrent et se mirent à rire. De quoi avait-il si peur? Le lundi, en rentrant de l'école, Guillaume osa enfin embrasser Claude sur la bouche. Elle lui répond. Ils ne cachent plus leurs sentiments. Leurs sentiments étaient encore enfantins et naïfs. Mais c'est ce qui rend le premier amour si beau. En un rien de temps, l'école est terminée. Après la fête de fin d'études, ils s'assirent au bord de la rivière, enlacés, et rêvèrent. Guillaume rêvait d'entrer dans une école militaire, mais il s'est rendu compte qu'il avait peu de chance. Alors il a décidé de s'engager dans l'armée, et de là, il essaiera de devenir cadet. Claude s'inquiète des projets de Guillaume, mais elle le soutient, comprenant que s'il en a décidé ainsi, il en sera ainsi. Tu sers et tu t'occupes, lui dit-elle, et je t'attendrai, même si tu dois attendre longtemps. Demanda-t-il avec un sourire triste. Aussi longtemps qu'il le faudra, j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Le temps passera vite, j'en suis sûr. Oui, ça passera vite, répondit Guillaume pensivement. Tu étudieras aussi, l'éducation est nécessaire. Claude acquiesça. Elle étudiera à l'école normale d'instituteur et rêvera d'être institutrice en maternelle. Elle-même, privée de l'amour de ses parents, voulait travailler avec des enfants et se sentait capable de le faire. Quand je serai cadre militaire, tu m'accompagneras dans les garnisons. Demande Guillaume en plaisantant. Je le ferai, promet-elle. Ils se séparèrent en se promettant de se revoir dans le futur. Claude entra à l'école normale dans la même ville. Quant à Guillaume, il s'engagea dans l'armée immédiatement après les examens.
Guillaume s'engagea dans l'armée de l'air. Claude était très fier que son fiancé, qu'elle considérait déjà comme son épouse, ait servi dans l'élite des forces militaires. C'est alors que commença un nouveau désordre à l'est. Au début, Guillaume se rappelait encore à lui. De rares lettres lui parvinrent, puis il se tut brusquement. Claude attendit 1 mois, 2, 3, puis se rendit au bureau d'enrôlement militaire. C'est ainsi que Guillaume Boyer est mort, lui dit-on. En entendant cela, le sol se dérobe sous les pieds de Claude. Comment? Pourquoi? S'écrie-t-elle. Pourquoi n'ai-je pas été informée? Et qui était-elle, Guillaume? Personne. Et il n'avait pas de famille, il était enterré quelque part dans les. On indique à Claude le lieu exact de l'enterrement, mais comment s'y rendre? L'époque était encore agitée et l'orpheline n'avait pas d'argent pour voyager. Il restait à Claude l'anneau d'argent de Guillaume, et aussi un souvenir, le souvenir d'un pur premier amour. 5 ans ont passé. Claude obtint son diplôme d'institutrice et trouva un emploi dans l'un des jardins de la ville. Elle loue une petite chambre et installe sa vie. Un jardin, un petit appartement, c'est tout ce qu'il y a dans la vie de la jeune fille. Claude aimait son travail, adorait les enfants, et ceux-ci, sentant son bon cœur, l'aspiraient. Les enfants étaient heureux de se rendre au jardin d'enfants le matin, sachant que Claude les attendait. Elle apprenait avec eux des sketchs et des danses et leur racontait beaucoup de choses intéressantes. Oui, Claude vivait pour travailler. Et pas seulement parce qu'elle aimait tout cela, même si c'était le cas, mais il y avait une autre raison. Claude s'oubliait dans son travail, assommée par la douleur de la perte de Guillaume. Tant d'années s'étaient écoulées et elle n'arrivait toujours pas à se faire à l'idée qu'elle n'avait pas de meilleur ami ou d'amant. La jeune fille est toujours seule. Des jeunes gens s'intéressaient à elle. Certains essayaient de la courtiser, mais Claude était indifférente à tout cela. Il lui semblait qu'il en serait toujours ainsi, qu'elle n'avait besoin de personne. Mais un jour, elle a rencontré Franck. Un jeune homme est venu au jardin d'enfants pour réparer les installations électriques. Il était électricien. Et Claude lui a demandé de regarder une prise dans son appartement. Franck a accepté. Le soir même, Franck a réparé la prise, puis la serrure de la porte. Claude lui a offert du thé pour la bienséance, et il n'a pas refusé. Ils se sont assis et ont bavardé. Le lendemain soir, Franck se rendit au jardin d'enfants dans une vieille voiture. Claude sortait du travail. Comme d'habitude, elle voulut d'abord renvoyer son petit ami, mais au dernier moment, elle changea d'avis. Elle est montée dans la voiture. Franck a été correct, courtois, pas élogieux. C'est peut-être ce qui a séduit Claude. D'une certaine manière, il lui rappelait Guillaume. Tout aussi réservé et calme semblait-il à Claude. Ils sortirent bientôt ensemble et, 6 mois plus tard, ils se marièrent. Claude emménagea avec Franck dans son appartement. La jeune fille se dit qu'elle a trouvé son bonheur. Mais tout ne fait que commencer. 3 mois après le mariage, Claude tombe enceinte. La jeune fille pensait que cette nouvelle ferait plaisir à son mari, mais pour une raison inconnue, il fronça les sourcils. Lorsque Claude lui dit qu'elle est allée à l'hôpital et que le médecin a déterminé que la grossesse en était à 5 ou 6 semaines, il lui demande « Et où es-tu si pressé ?»« Pressé ?» dit Claude. « Eh bien, toi et moi, nous nous aimons. C'est normal. Franck, nous serons bientôt 3. C'est merveilleux. Et avec quoi allons-nous élever ce bébé ? Tu ne te rends pas compte de l'argent qu'il faut pour élever un enfant. Pourquoi pas ? Je travaille avec des enfants. Exactement. Pendant que tu travailles. Et ensuite, vous partirez en congé de maternité. Vous êtes en train de me dire que je dois subvenir seul aux besoins de ma famille. Et il est parti en claquant la porte. Cette nuit-là, Claude est restée seule dans l'appartement. Elle a d'abord pleuré en entendant les paroles de son mari. Puis elle s'est dit qu'il était simplement désorienté. Il s'en rendrait compte et reviendrait. Franck est revenu ce soir-là, ivre. C'était la première fois que Claude le voyait dans cet état. « Franck, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a regardé hors de la chambre lorsqu'elle a entendu quelque chose tomber dans le couloir. Il s'agissait de François lui-même. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» sourit François en se levant. « Tu t'es assise sur mon cou, et tu veux mettre l'enfant sur mon cou. »« Franck, je ne comprends pas, » s'écrie Claude. « Pourquoi m'as-tu épousé ? Je ne le sais pas moi-même. » Il s'assit sur une chaise dans l'antichambre et baissa la tête. « Je suis dans un tel pétrin. Et puis il y a toi avec cette grossesse. Je ne sais pas quoi faire, finit-il par dire. Et toi, tu me dis ce qui s'est passé. Je dois de l'argent. Et beaucoup d'argent.
et François d'admettre qu'il lui arrive de jouer. Il avait maintenant une grosse dette sur les épaules, et il fallait la payer rapidement. Et où trouver l'argent? Je ne sais pas, soupire-t-il. Combien? 20 000. Claude est choqué. Où trouverait-il une telle somme? Claude, je me disais qu'on pourrait peut-être prendre tes économies à la banque. Je sais que tu as économisé pendant des années, mais nous sommes dans une situation difficile. Claude réfléchit frénétiquement. Cet argent était une réserve pour les mauvais jours. Est-ce que c'est ce qu'elle ferait si les choses ne marchaient pas avec François? Mais pourquoi pensait-elle que les choses ne marcheraient pas avec Franck? Tout allait bien avant. Et maintenant, elle est dans une situation difficile. Oui, Franck a été troublé quand il a appris la grossesse, mais c'est à cause des problèmes qu'il a eus. Franck, c'est bon. Nous sommes une famille, dit-elle. Il l'a regardé attentivement, puis s'est levé, a souri et a serré Claude dans ses bras. Je t'aime, Franck. Et tu ne veux vraiment pas de bébé? Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? C'est juste une bêtise désespérée que je t'ai dite. C'est super qu'on ait un bébé. Tout va bien, on va se débrouiller. Il faut juste qu'on aille à la banque demain pour avoir l'argent. Claude acquiesce. Elle se presse contre l'épaule de son mari. Je m'en occuperai demain. Mais ne joue plus, s'il te plaît. Je ne jouerai plus, promit-il. Puis, allongé à côté de son mari, Claude écouta sa respiration et réfléchit. Tout le monde a des problèmes, des malentendus. L'essentiel, c'est de tout dire à temps, et ensuite on peut trouver une issue à la situation. Il ne se passera rien si elle retire toutes ses économies. Elle a sa famille, son nid familial. Et Franck est un homme bon. Il s'est un peu emporté aujourd'hui, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils soient ensemble. Claude a eu la première moitié de la journée de libre et a décidé d'aller à la banque. Franck est si affectueux, si gentil. Il s'est excusé auprès de Claude pour les paroles qu'il avait prononcées hier. Toutes les questions ont été résolues et Claude a reçu les 20 000 nécessaires. Il est vrai que la jeune fille n'a gardé l'argent dans ses mains qu'une minute et l'a immédiatement remis à François. Je les remettrai au créancier aujourd'hui, promit-il à Claude en glissant l'argent dans son sac. Tout ce que je te demande, c'est de ne plus les embêter. Ne joue pas. Claude regarde son mari avec inquiétude. Tu me le promets? Je te le promets. Il acquiesce, lui donne une bise sur la joue et se dépêche de partir à la rencontre des créanciers. Et Claude se met au travail. Comme d'habitude, la journée passe vite avec les enfants. Elle appelle son mari, mais le téléphone de Franck n'est pas disponible. L'angoisse monte dans le cœur de la jeune fille. Elle appelle encore et encore, mais le téléphone de son mari reste muet. Claude prend le bus jusqu'à son arrêt et se dirige vers la maison. La nuit tombée, c'était un soir de septembre. Claude se promène sur le sentier du parc et réfléchit à ce qu'elle va préparer pour le dîner. L'angoisse était retombée. Franck était simplement occupé, c'est pour cela qu'il ne répondait pas. Ils rentraient du travail, ils dînaient ensemble, puis s'allongeaient sur le canapé en rêvant d'un avenir commun. Claude sourit à ses pensées. Tous les trois, elle aperçoit de loin la voiture de son mari garée à l'entrée. La jeune fille était heureuse. Son mari était de retour à la maison. C'est étrange qu'il ne soit pas venu à sa rencontre. Mais il y avait des raisons. Elle s'approcha et vit qu'il y avait quelqu'un dans la voiture. Elle s'approcha et se figea. Franck était dans la voiture en train d'embrasser une fille. Claude s'est levé d'un bond et a ouvert les portes de la voiture avec force. « Bonsoir, cher mari, dit-elle avec colère, vous vous amusez bien ?» Franck la regarde avec un sourire, comme cette fille. Pas une once de gêne, de remords. « Tu n'as rien à m'expliquer. » Claude tremblait de colère, elle ne pouvait contenir ses émotions. « Je ne veux pas, » répond François en passant son bras autour de la jeune fille. « Rentre chez toi, j'arrive tout de suite. Tu as du culot? Je suis ta femme. » Franck, comment peux-tu? Épouse. S'esclaffe la jeune fille. Oh, comme c'est intéressant. Franck, as-tu vraiment épousé cette idiote? C'est temporaire, ma chère. Demain, je demande le divorce, lui dit Franck en riant. Claude est resté près de la voiture, choqué. Les deux hommes se moquent ouvertement d'elle. Elle n'en pouvait plus d'assister à cette scène. Claude a claqué la portière de la voiture et s'est précipitée vers la maison. C'est alors qu'elle ressentit une vive douleur à l'estomac, si vive qu'elle se plia en deux. Claude arriva de justesse sur le banc et s'assit. Elle se tordait de douleur, et Franck et sa connaissance se contentaient de la regarder depuis la voiture. Heureusement que Madame Garcia, une voisine du palier, est sortie de l'allée.
la vieille dame avait appelé une ambulance pour elle. Claude se souvenait à peine d'avoir été emmenée à l'hôpital et des médecins qui s'occupaient d'elle. Elle est tombée dans une sorte de trou. Claude s'est réveillé le lendemain matin dans le service. Une infirmière se penche sur elle. « Vous êtes réveillé ?» lui dit-elle affectueusement. « C'est bien. Allongez-vous, le médecin sera là dans un instant. » Claude voulut lui demander ce qu'elle avait, mais elle n'avait aucune force. Elle a seulement fermé les yeux, et quand elle les a ouverts, un jeune médecin se tenait déjà à côté d'elle. Il lui disait quelque chose, il lui expliquait, et il semblait à la jeune fille que tout cela n'était pas avec elle. « Alors, l'enfant est parti ?» dit-elle à peine en réalisant enfin tout ce qu'il y avait à dire. « Malheureusement, c'est le cas, » soupira le médecin. « L'essentiel est que vous ayez été sauvé à temps. Vous avez perdu beaucoup de sang. Heureusement que la station disposait d'une réserve de sang B négatif. Sinon, on ne sait pas ce qui se serait passé. Bon, tu te remets, on en reparlera plus tard. » Claude n'a pas prêté attention à cette dernière phrase, et ce n'est qu'une semaine plus tard, alors qu'elle était en voie de guérison, que le médecin lui a tout expliqué. Elle n'aura plus d'enfant. Jamais. Claude est abasourdi, anéanti. Elle ne serait donc jamais mère. C'était douloureux à réaliser. Franck n'était jamais venu la voir pendant son séjour à l'hôpital. C'était comme si rien ne s'était passé entre eux, comme si elle n'était pas sa femme. Claude ne pouvait pas croire qu'elle avait fait une telle erreur. À sa sortie, elle ne sait pas où aller. Rentrer chez Franck. Et s'il était là avec sa maîtresse? Claude ne voulait surtout pas les voir ensemble, mais elle n'avait pas le choix. Claude descend du bus, marche jusqu'à la maison, regarde le parking. La voiture de Franck n'était plus là, il n'était donc pas chez lui. C'était déjà plus facile, au moins un peu de repos, et après on verrait ce qu'il faut faire. La jeune fille monta lentement au 4e étage, s'approcha de l'appartement, prit les clés, et se rendit compte que les clés ne rentraient pas dans la serrure. Franck avait-il changé la serrure? Et puis la porte s'est ouverte. Sur le pas de la porte se tenait la même fille en robe de chambre. « Qu'est-ce que tu es venu faire ?» dit-elle brutalement à Claude. « Sors d'ici. »« J'habite ici, » répondit la jeune fille. « Je suis la femme de Franck. »« Et c'est ça que tu es ?» Oui. Elle avait envie de s'agripper aux cheveux de cette fille, de la jeter dans l'escalier. Mais elle n'avait que la force de se tenir debout et de parler. « Toi, la femme ?» répondit la fille avec un sourire. « Tu es l'ex-femme. Franck a déjà demandé le divorce. Voilà tes affaires et va-t'en. » Après ces mots, la fille sort la valise de Claude. Elle la regarde fixement, réalisant qu'elle n'a nulle part où aller et qu'elle n'a aucun droit sur cet appartement. Après tout, Franck était le seul qui était inscrit dans le contrat, et maintenant il avait aussi demandé le divorce. « La robe de chambre, » dit Claude à voix basse. « Quelle robe de chambre ?» demande la jeune fille. « Tu portes ma robe de chambre, » dit Claude. « Eh bien, prends-la, » répond la jeune fille en retirant sa robe de chambre. Oui, et elle avait aussi une belle silhouette, probablement encore mieux que celle de Claude. La robe tomba à ses pieds. Elle le regarda, elle regarda la fille qui riait dans ses yeux, et ce fut écœurant. À ce moment-là, la porte de la voisine s'ouvre. « Quelle honte !» s'exclame Madame Garcia. « Quelle honte !»« Amandine, couvre-toi, pourquoi aurais-je honte ? Je suis aussi bien dans ma robe de chambre que sans, dit-elle en riant. Et vous, vieille femme, vous m'enviez en silence. » Son rire, sa vue, donnèrent le vertige à Claude. Elle avait l'impression d'être dans une sorte d'enfer. Madame Garcia remarqua le balancement de la jeune fille, la prit par le coude, la fit entrer dans son appartement et roula sa valise. La vieille dame fait asseoir la jeune fille dans la cuisine et lui verse du thé. « Quel garçon ce Franck! J'ai toujours su que c'était un bâtard, je pensais qu'il se rattraperait auprès de toi. » « Madame Garcia, je ne comprends pas qui est cette fille, » dit Claude. « Pourquoi est-elle si insolente? Et Franck, je ne comprends pas, il m'a dit qu'il m'aimait, on l'a épousé. » Franck changeait toujours de fille comme de gants. Il a vu cette Amandine pendant des années et des années. Ils se séparaient, il emmenait d'autres filles dans son appartement. Puis ils se remettaient ensemble. Puis il t'a épousée. Au début, j'ai cru qu'il t'aimait vraiment. Mais c'est autre chose. Il cherchait toujours à gagner quelque chose. Est-ce que tu lui as donné de l'argent par hasard? Oui, chuchote Claude. Et elle a tout raconté à la vieille dame. Madame Garcia écouta, mais se contenta de secouer la tête. Il vous a trompé facilement, dit la vieille dame, je ne crois pas que ce soit un joueur.
Franck est très rusé. Il vous a convaincu de renoncer à toutes vos économies. Avez-vous même reçu un reçu de sa part? Quel reçu, Madame Garcia? Sanglote Claude, c'est mon mari. Je lui faisais confiance. J'attendais son enfant. Et qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, je n'ai plus de mari, plus d'enfants, plus de maison. Je suis à la rue. La jeune fille sanglote. La vieille femme s'est rapprochée d'elle, lui a caressé le dos, l'a calmée. Essayez d'aller à la police, conseille-t-elle. Vous pourrez peut-être récupérer l'argent. Mais c'est moi qui le leur ai donné. C'est vrai. Je vais te dire, chérie, reste avec moi un moment. Il faut que tu vois Franck et que tu lui parles. Ce n'est pas un salaud qui te laisse dans la rue. Mais il s'est avéré que Franck était exactement comme ça. Le soir même, il a ri, regardant Claude dans les yeux, et lui a dit qu'elle ne pouvait rien prouver, qu'elle avait donné l'argent elle-même, et qu'elle avait perdu l'enfant. C'était son problème. Il ne se sent pas coupable. Où vivrait Claude? Il s'en moque. Il vit dans son appartement avec la femme qu'il aime. Tu es un imbécile, Claude, un imbécile naïf. Je viens de te l'apprendre. Il ne faut pas croire les gens sur parole, lui dit-il en guise d'adieu. Je ne comprends pas, pourquoi m'as-tu épousé? Demande Claude. Pour qu'une femme fasse confiance à son mari, répondit-il. Sinon, comment m'aurais-tu donné ton argent? Il fit un clin d'œil. Mais ça, c'est entre toi et moi. Claude se détourna, c'était écœurant de regarder celui qu'elle avait récemment aimé. Avait-elle aimé? Peut-être s'en était-elle convaincue lorsque, lors de leur première rencontre, il lui avait rappelé Guillaume. C'était la bonne réponse. Claude passa la nuit dans l'appartement de Madame Garcia, puis s'installa chez une collègue. Danielle travaillait à l'école maternelle comme femme de ménage. Les deux filles étaient très amies, mais elle n'avait personne d'autre à qui s'adresser. Madame Garcia lui a proposé de rester avec elle, mais était-il possible d'habiter à côté de Franck et de le voir avec sa méchante Amandine? Non, c'est au-dessus des forces de Claude. Danielle avait un 2 pièces, mais il y avait de la place pour Claude, son mari et ses 2 enfants. Danielle, je déménage dès que je trouve quelque chose de convenable, dit la jeune fille. Oui, vis aussi longtemps que tu en as besoin, lui répond Danielle. Un mois a passé, Claude a reçu un certificat de divorce. Elle n'est pas allée à la police, elle ne s'est pas battue avec Franck pour son argent, elle a compris qu'elle n'arriverait à rien. La fille vit avec Danielle. Un dimanche matin, Claude reçoit un appel sur son portable d'un numéro inconnu. « Claude, bonjour », dit une voix féminine joyeuse, « tu n'imagines pas comme j'ai eu du mal à reconnaître ton numéro. J'ai d'abord appelé l'orphelinat, puis toutes mes connaissances. J'ai eu du mal à le trouver. Où as-tu disparu? Émilie, c'est bien toi. Demande Claude, incertain. C'est moi, et je finis par savoir. Comment ça va, mon pote? C'était la même Émilie avec laquelle ils avaient partagé une chambre à l'orphelinat et avec laquelle ils s'étaient tant disputés. Mais le temps avait passé, et il n'y avait plus rien à partager. Claude était sincèrement heureuse d'avoir des nouvelles de son ancienne colocataire. Elles bavardèrent un peu de tout et de rien, puis se remémorèrent Guillaume. « Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, et j'ai encore honte de toi pour cet incident. Tu parles de la bague. » Se souvint Claude. « Oui, tu me pardonnes, car j'étais amoureuse de Guillaume à l'époque. J'étais en colère contre toi. Je réalise maintenant à quel point j'ai été idiote. Émilie, c'est du passé. J'ai pardonné depuis longtemps, mais Guillaume, il restera toujours le plus beau souvenir de ma vie. Oh, tu parles comme si tu étais seule pour toujours, tu seras mariée. Je suis déjà passé par là. » Et Claude a raconté à Émilie son mariage avec Franck. Non, ils n'étaient pas amis, mais Émilie, c'était quelqu'un de bien. Alors maintenant, tu n'as plus d'endroit où vivre à cause de ce bâtard. Dit Émilie, quel coquin. Ce n'est pas grave, Claude, il répondra de tout, tu verras. Émilie m'a dit qu'elle aussi s'était mariée récemment et qu'elle était partie dans le Nord. Son mari est lui-même originaire de cette région. Elle travaille maintenant dans une boulangerie et elle et son mari ont acheté un appartement avec un prêt hypothécaire. Claude, viens nous rendre visite à Burnsville, propose soudain Émilie. C'est bien ici, mais il fait froid en hiver et il y a beaucoup de neige. C'est un vrai royaume de neige. Mais en général, la ville est normale, tranquille, on peut Y vivre et Y travailler. Je suis bien ici. Où? Chez un ami. Non, Claude, ce n'est pas possible. Écoute, mon mari a une tante qui cherche une colocation depuis longtemps. Elle ne veut pas payer de loyer.
Elle a besoin de quelqu'un à qui parler. Et d'une âme qui vive dans l'appartement. Elle est âgée maintenant. Elle ne trouve personne dans toute la ville. On peut trouver quelqu'un. Mais ma tante est méchante. Elle ne veut prendre personne. Mais tu es un ami, je vais faire un marché pour toi. Je pense que tu trouveras facilement du travail. Claude, viens ici. Réfléchis, pourquoi veux-tu vivre dans un endroit où tu as eu tant d'ennuis? Il faut tout changer. Émilie, merci, je vais y réfléchir. Les deux jeunes filles discutent encore un peu et conviennent de se téléphoner bientôt pour se dire au revoir. Claude n'a pas pris au sérieux la proposition d'Émilie, qui peut bien rompre brusquement à 1000 km de distance. Au moins, Claude avait un emploi de prédilection dans sa ville natale. Mais bientôt, un autre coup dur attend la jeune fille. Un jour, Mathieu, le mari de Daniel, est rentré ivre du travail. Son fils et sa fille dormaient déjà. Daniel est allé dans la chambre à coucher. La propriétaire de l'appartement a bu du thé dans la cuisine et Claude est allé dans la salle de bain. À un moment donné, la porte de la salle de bain s'est ouverte et Mathieu est apparu sur le seuil. Et Claude était juste sous la douche. La jeune fille était tellement troublée qu'elle ne pouvait rien dire. Elle se couvrit seulement de ses mains et regarda Mathieu avec horreur. « Oh, comme tu es belle !» dit Mathieu en tendant les mains à Claude. Daniel s'approcha immédiatement. Elle s'écrie « Espèce de coquin !» Prend une serviette et donne une fessée à son mari. Il souffrit docilement, puis se retourna et alla se coucher. Claude s'assit sur la baignoire et pleura. « Daniel, il est venu si brusquement et j'ai eu si peur, dit-elle. Daniel la regarda d'un air menaçant, sans crier gare. « Cela fait longtemps que tu flirtes devant les miens, s'écrie-t-elle. C'est ainsi que tu as décidé de me rendre l'appareil pour ma gentillesse. Daniel, je n'ai rien fait. Alors c'est comme ça que ça va se passer demain matin. Tu ne seras pas dans mon appartement. Tu peux vivre où tu veux. Et sois reconnaissante que je ne te mette pas dehors la nuit. » Elle est partie en claquant la porte et Claude s'est assise dans la salle de bain. Quel point noir dans sa vie. Elle en avait marre de tout. Et puis elle s'est souvenue de sa conversation avec Émilie. C'est ça. Il faut tout changer. Claude enfile sa robe de chambre et se rend dans la réserve où elle loge avec Daniel. Elle trouva le numéro d'Émilie et sonna. « Jeanne, tu as regardé l'heure. » Répond Émilie en s'endormant. « Il est 2 heures du matin. » « Désolé, dit Claude, nous n'avons que 12 heures. » « Bon, je t'appelle demain. » « Non, tu m'as déjà réveillé. »« Pourquoi tu m'appelles, Émilie? Ton offre est toujours d'actualité. Vous voulez dire la tante de mon mari? » « Oui, je lui ai parlé de vous hier. Elle est d'accord pour t'accueillir. Et le mieux, c'est qu'elle connaît quelqu'un qui s'occupe d'une crèche. Elle pourra peut-être t'aider à trouver un emploi. Alors je pars demain, répond Claude. C'est bien. Je vous rejoins. Ils se mettent d'accord. Le lendemain, Claude démissionne du jardin d'enfants, malgré la colère de la directrice. Mais Claude ne pouvait pas tout lui expliquer. C'était gênant. La directrice regrettait elle aussi de quitter ses enfants, mais Claude ne voyait pas d'autre issue. Elle doit changer de vie et repartir à zéro. Burnsville accueille Claude sous une pluie battante. La jeune fille, accompagnée d'un flot d'autres passagers, se dirigea vers le passage. Un tunnel sombre et bas avec de l'eau qui coule du plafond à certains endroits. Des pensées angoissantes envahissent de plus en plus la jeune fille. Peut-être était-elle venue ici pour rien. Et où était Émilie, qui avait promis de l'accueillir? Pas d'Émilie. L'avait-elle trompée? C'est alors qu'une grande jeune femme aux formes généreuses sortit de quelque part sur le côté de la foule. Claude, enfin. Je ne suis pas allé sur le quai, j'ai oublié mon parapluie à la maison, et on peut s'y mouiller. Je suis là, je t'attends. La femme serre Claude dans ses bras. La jeune fille se coula sur sa poitrine. Enfin libérée, Claude regarda la femme et réalisa seulement maintenant qu'il s'agissait d'Émilie. Elle se souvenait d'elle comme d'une femme mince et grande, mais là, c'était une femme magnifique. Vous ne m'avez pas reconnu, n'est-ce pas? Devine Émilie et rit à gorge déployée. Oui, j'étais un peu plus mince. Émilie, tu es toujours aussi mince, tu as juste grandi, sourit Claude. Et toi, tu étais un bébé, tu l'es toujours. Nous allons te faire grossir, dit Émilie en clignant de l'œil. Je vais te donner des petits pains comme ceux de ma boulangerie. Tu n'en as jamais goûté d'aussi délicieuses. Bon, trêve de bavardage, allons-y grec. Un taxi attend sur le parking. Je dois aller travailler dans 2 heures. Émilie bavarde. Claude écoute et sourit.
Elle n'avait jamais pensé qu'elle serait aussi heureuse de rencontrer Émilie, et elle semblait vraiment cool. Et pourquoi elle ne pouvait pas trouver un langage commun dans l'enfance? Depuis la gare, les filles coururent, piaillèrent et rirent jusqu'à la Toyota bleue. « Et vous avez souvent de telles averses ?» demanda Claude en essuyant ses franges mouillées, alors qu'elle était déjà dans la voiture. « Première pluie depuis le début de l'été », répond le chauffeur de taxi à Émilie. « C'est la première fois que vous venez dans notre ville. » « Première fois. Si une ville accueille la pluie, c'est qu'elle a de la chance, » sourit le chauffeur de taxi. Émilie acquiesce, tandis que Claude regarde pensivement par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il attendait vraiment dans cette ville? Émilie l'emmène directement à son appartement, celui de sa nouvelle voisine. Pourquoi attendre? Vous allez faire connaissance tout de suite. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous aimer. Notre Madame Blanchard est une femme bien. Elle a d'ailleurs travaillé toute sa vie à l'école. Je pense que vous vous trouverez des intérêts communs. Puis elle se tait un peu et ajoute. Claude, je suis si contente de te voir. Moi aussi, avoua Claude. Et comme il montait l'escalier, Claude demanda, Émilie, pourquoi m'as-tu fait venir? Et pourquoi es-tu venue? Elle regarda attentivement la jeune fille. Et je n'ai nulle part où aller. C'est exactement ce que j'ai compris en vous parlant. Madame Blanchard avait été mise en garde contre la nouvelle voisine. Émilie a tellement vanté les mérites de Claude que la vieille institutrice l'a cru, bonne fille recueillie par une parente. Dès que la sonnerie retentit, elle a déjà ouvert la porte. Sur le palier, à côté d'Émilie, se tient une petite fille aux cheveux clairs. Visiblement nerveuse, elle serre la poignée de sa valise de ses doigts fins. Et Claude aperçoit une femme âgée, mince, au regard vif et aux lèvres serrées. La jeune fille se demandait si elle allait pouvoir trouver un langage commun avec cette dame sévère. Mais Madame Blanchard sourit et son regard se réchauffe. « Qu'est-ce que vous faites là? Entrez, faisons connaissance, dit-elle d'une voix agréable. Et Claude est entré dans l'appartement. Émilie, elle, a dit qu'elle était occupée et elle est partie. Vous avez donc vécu dans le même orphelinat qu'Émilie? Demanda Madame Blanchard, dont le visage redevint sérieux. Claude acquiesce. Je vois, nous verrons bien quel genre de personne tu es, dit Madame Blanchard. Je n'ai pas aimé Émilie tout de suite, pour être honnête. C'était inquiétant qu'elle vienne d'un orphelinat, je ne l'admets pas. J'ai même essayé de dissuader Jérôme de l'épouser. Mais mon neveu écoutait-il qui? En l'occurrence, il a fait le bon choix. Émilie est une bonne maîtresse, elle l'aime. Seulement, il n'y a pas encore d'enfant. Madame Blanchard soupire. Et savez-vous pourquoi Émilie a commencé à vous aider? Eh bien, nous avons grandi ensemble. Émilie est une idiote crédule, elle est allée voir un sorcier pour sa stérilité. Jérôme et elle ont visité tous les hôpitaux. Alors maintenant, Émilie va voir toutes sortes de charlatans. Ce sorcier lui donne des herbes et lui dit de lire des incantations. Il lui a aussi dit de faire 3 bonnes actions dans un avenir proche. D'abord, elle a ramassé un chiot dans la rue. Puis elle a donné le plus d'argent possible à une association caritative. Et vous, si j'ai bien compris, vous êtes sa 3e. J'ai fait quelques concessions pour elle. Si Dieu le veut, tout s'arrangera pour notre Émilie. Bien sûr, je ne crois pas à ces sornettes, mais tout peut arriver. Madame Blanchard montra à Claude sa chambre et la conduisit dans la salle de bain. Tu te laves et je vais mettre la table. Tu dois avoir faim à cause de la route. Claude se contenta de secouer timidement la tête, mais la propriétaire sourit et se dirigea vers la cuisine. En se lavant le visage, la jeune fille s'interroge. Drôle de femme que cette Madame Blanchard. Elle semble effrayante à regarder, mais quand on lui sourit, on a tout de suite envie de lui rendre son sourire. Et elle parle de façon si intéressante, avec humour. Oui, face à une telle enseignante, les élèves n'ont sans doute jamais fait d'histoire et l'ont écoutée. Ensuite, autour d'un thé, ils ont discuté des conditions d'hébergement. Madame Blanchard ne demandait pas d'argent pour le loyer, mais ils étaient d'accord pour payer les charges en 2 fois. Claude était satisfaite de tout. Finalement, elle décide de se renseigner sur un emploi. Le jardin d'enfants se trouve à 2 rues d'ici. C'est une bonne école maternelle. La directrice est une de mes anciennes élèves. Je lui ai déjà parlé de vous. Allez-y demain matin et voyez par vous-même, lui dit Madame Blanchard. De toute façon, le reste dépend de vous. Claude se rendit compte que son emploi ne serait pas si facile, et elle était un peu tendue. Mais elle décida qu'elle ferait face aux problèmes au fur et à mesure qu'ils se présenteraient. Après le thé, elle s'installe dans sa chambre.
Elle était petite mais confortable. Claude l'aimait bien. Mettant de côté ses chagrins, elle commença à trier les affaires de sa valise. Soudain, dans une poche secrète de la valise, elle chercha à tâtons quelque chose. Petit, rond. Elle fouilla dans la poche et en sortit une bague. La même bague en argent que Guillaume lui avait offerte un jour. Elle l'avait glissée dans sa valise lorsqu'elle avait emménagé avec François, il y a longtemps, et l'avait oubliée. Heureusement que la nouvelle maîtresse de son ex-mari n'avait pas fouillé dans la valise. Claude essaie la bague. Ses doigts n'avaient pas changé depuis des années. La bague lui allait parfaitement. « Tu seras mon talisman à partir de maintenant », murmura Claude en embrassant le bijou. Et elle croyait sincèrement que c'était exactement ce qui allait se passer. Le lendemain matin, Claude se rendit au jardin d'enfants. Le gardien de l'entrée l'écouta et la laissa passer devant la directrice. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la salle, elle entendit le bruit habituel des enfants et sourit involontairement. Le son des voix d'enfants commençait à lui manquer. Claude pénétra dans la zone d'accueil, des cabines d'enfants colorées, un banc contre le mur, une table avec des dessins dans un coin. C'était presque exactement la même chose que dans son précédent emploi. Son cœur s'emballe. Et puis Claude a entendu un bébé pleurer. Cela venait d'une cabine. La jeune fille hausse les sourcils, regarde autour d'elle, la maîtresse n'est pas là. Il s'agissait donc d'un enfant qui s'était enfui du groupe. Claude ouvrit prudemment la porte de la cabine où les pleurs se faisaient entendre. Un garçon d'environ 4 ans la regarde en pleurant. « Bébé, tu joues à cache-cache », dit Claude en souriant, « ou tu es une moufle ?»« Moufle ?» demande le garçon. « Mais oui, tu as raison. Les moufles ne sont pas encore portées, alors tu es un bonnet. »« Je m'appelle Xavier », répond le garçon. Le garçon regarda l'étrange fille avec intérêt. « Alors, tu es Xavier ?» poursuit Claude en souriant. « Tu es assis dans la cabane ?»« Je me cache, » dit Xavier avec sérieux. « De qui ? Je ne sais pas. »« Je veux rentrer à la maison » s'écrie encore le garçon. Claude lui sourit d'un air si radieux, lui tendit les bras, que le garçon se dirigea involontairement vers elle. La jeune fille le prit dans ses bras, le serra contre elle et s'engagea dans le couloir. Claude raconta à Xavier l'histoire de la souris, de l'oiseau magique, du pays des fées. Elle entend un cri menaçant. « Qui es-tu » pose cet enfant. La porte de la salle de classe s'ouvre et une femme, apparemment une institutrice de maternelle, regarde dehors. « Le gamin se cachait dans votre box » lui répondit Claude calmement. « J'étais en train de le calmer. »« Xavier, encore toi ?» soupire la femme. « Et quand t'es-tu enfui ?» Le garçon s'accroche à Claude. « Viens vers les garçons » murmure-t-elle à l'enfant. « Tu reviendras » demanda-t-il. « Je reviendrai » dit Claude en souriant. Le garçon ne pleurait plus, il se dirigeait calmement vers l'institutrice du jardin d'enfants. Cela ne fait qu'une semaine qu'il est au jardin d'enfants et il s'y habitue encore. Pour une raison ou une autre, l'institutrice a décidé de se justifier d'avoir manqué l'enfant. Je vois. Je voudrais voir la directrice, Madame Sanché. La voilà donc, indique l'institutrice dans le dos de Claude. Dans l'embrasure du bureau, un peu plus loin dans le couloir, se tient une femme d'une 50aine d'années. Elle observa attentivement la scène. « Bonjour », dit Claude en s'avançant vers elle. « Je viens de la part de Madame Blanchard. Je vois. » La femme jeta Claude un regard évaluateur et l'invite à entrer dans le bureau. Puis elle étudie longuement les papiers de Claude, silencieuse, jetant de temps en temps des regards furtifs à la jeune fille. « Je ne prends personne. J'ai besoin de références, de témoignages, dit-elle. Mais compte tenu de la demande de Madame Blanchard et de la façon dont vous avez rapidement trouvé un rapport avec le garçon, je vais vous prendre à l'essai. L'avenir nous dira ce qu'il en est. Merci, se réjouit Claude. Vous aurez donc un groupe intermédiaire. Vous avez déjà rencontré un de vos futurs élèves. C'est le Xavier. Venez travailler demain matin à 8h30. Tu travailleras un peu avec Madame Brunet pour t'habituer, puis tu seras tout seul. » Claude quitta la crèche de bonne humeur. Oui, tout allait bien pour elle. Le lendemain matin, Claude est sur son lieu de travail à l'heure dite. Elle accueille les enfants avec Madame Brunet et, pendant ce temps, la nouvelle collègue lui apprend qu'elle travaille seule depuis un mois. Son ancien partenaire avait démissionné et la charge de travail était terrible. Hier, Xavier lui a donc manqué. Puis il est apparu sur le pas de la porte avec sa maman. Le garçon, comme à son habitude, se frotte les yeux, ouvre déjà la bouche pour se mettre à sangloter, quand soudain il aperçoit Claude. « Et aujourd'hui,
tu vas découvrir où la souris s'est enfuie, dit-elle en souriant au garçon. Celui-ci oublia immédiatement ses larmes, se changea rapidement et s'approcha de Claude. Il lui tend les bras. Xavier, tu es déjà grand, dit sa maman. Mais c'est quand même plus familier dans mes bras, lui répondit Claude en prenant le bébé. Va dans la salle de jeu, je peux me débrouiller ici, dit Madame Brunet avec soulagement, heureuse que Xavier ne pleure pas aujourd'hui. Claude se dirigea vers le groupe, installa Xavier sur une chaise, s'entoura d'autres enfants et leur raconta l'histoire d'une souris qu'elle inventait au fur et à mesure. Dans son histoire, la souris faisait le tour du monde, subissait de nombreuses épreuves, puis se retrouvait dans un pays de fées, et tout allait bien pour elle. Peu à peu, le groupe se remplit d'enfants et tous écoutent la nouvelle institutrice avec intérêt. Enfin, Madame Brunet entre dans le groupe et prend le dernier enfant par la main. « Garçon, à l'exercice », dit-elle. Tous les enfants se mettent en rang. « Et d'abord, je vais vous présenter la nouvelle enseignante », dit Madame Brunet en désignant une collègue debout à côté d'elle. Elle s'appelle Claude. Il faut l'écouter autant que moi. Tous les petits hochent la tête en guise de réponse. Et la fille qui était entrée la dernière dans le groupe fronce soudain les sourcils, puis s'exprime à voix haute. Ce n'est pas son nom. C'est Josette. Audrey, tu te trompes, dit Madame Brunet. Tout le monde commence à charger. Et la femme, malgré son poids, montre habilement aux garçons des exercices qu'ils exécutent avec plaisir. De temps en temps, la jeune fille sent que quelqu'un la regarde. Audrey la regardait. Les yeux de la fillette lisent la surprise et l'incompréhension. Après le petit déjeuner, les petits étudient. Puis, ils sont tous allés se promener. Les enfants ont joué dans la cour de récréation. Madame Brunet et Claude les ont surveillés de près. Mais un enfant regardait toujours la nouvelle tutrice. Audrey regarde de temps en temps Claude avec surprise. Puis, lorsque Madame Brunet se détourne, s'approche brusquement d'elle et lui dit « Je te reconnais. Tu es Josette. Je t'ai vue chez nous. Et mon papa te connaît, il a même une photo de toi. Il la regarde souvent, elle est dans sa mallette. Josette, tu me confonds avec quelqu'un d'autre, ma chère, dit Claude, confus. Je m'appelle Claude et je suis arrivé depuis peu dans ta ville. La jeune fille lui jette un nouveau regard incrédule et s'écarte. Madame Brunet entend leur conversation. Et pour qui Audrey a-t-elle pu vous prendre? S'interroge sa collègue. En fait, c'est une fille intelligente, elle a une bonne mémoire. Tu es sûr que tu ne sais pas? Non. Claude secoue la tête, c'est la première fois que je la vois. Elle a dû inventer quelque chose par frustration, soupire Madame Brunet. Il y a eu un vrai désastre dans leur famille. La mère d'Audrey est morte il y a environ 3 mois. Elle n'était pas une bonne personne, elle buvait, elle faisait la fête. Elle a eu un accident de voiture. Mais le père d'Audrey est très gentil. Il travaille à l'institut, il est jeune professeur, historien ou quelque chose comme ça. Comment a-t-il pu choisir une telle femme? Maintenant il élève la fille tout seul, le pauvre est déchiré. C'est une histoire triste, soupire Claude. Vous avez raison, Madame Brunet. La fille se languit de sa mère, elle cherche sans doute une ressemblance avec d'autres femmes. Mais vous ne lui ressemblez pas du tout. Claude Effet était brune et avait les yeux noirs, a répondu Madame Brunet. Claude se contente de hausser les épaules. Le soir, Claude attendit patiemment que l'on vienne chercher les derniers garçons. Madame Brunet était partie un peu plus tôt, mais Claude se débrouillait toute seule. Et maintenant, Audrey était la seule à rester dans le groupe. Madame Brunet l'avait prévenue que son père était toujours en retard pour venir la chercher. Claude lit une histoire à Audrey, qui écoute et regarde son professeur. « Je comprends pourquoi tu ne me reconnais pas », murmure soudain la fillette. « Tu as été ensorcelée par un méchant sorcier. » Claude se contente de soupirer. Elle décida de ne pas faire changer d'avis la jeune fille sur quoi que ce soit. Le temps passerait et elle oublierait tout. « Papa !» cria la fillette. Claude se retourna et vit un homme, plus grand que la moyenne, de forte corpulence, roux, avec des taches de rousseur sur le nez, à l'entrée du groupe. La jeune fille se figea sur place. Après tout, cet homme ressemblait tellement à Guillaume, en un peu plus âgé. Et pour une raison ou une autre, l'homme regardait Claude sans le quitter des yeux. « Josette ?» dit-il. « Papa, je lui dis qu'elle est aussi Josette. » Elle ne le croit pas, s'écrie Audrey en se précipitant vers son père. « Je ne suis pas Josette, répond Claude, mais tu me rappelles beaucoup une amie. Josette, tu ne me reconnais vraiment pas? Tu te trompes, s'écrie la jeune fille, je suis Claude. Je peux vous montrer mon passeport. » La jeune fille prend son sac,
s'approche de l'homme et lui montre le document. Il lit attentivement ce qui est écrit, regarde à nouveau la jeune fille. C'est vrai, vous n'êtes pas Josette, dit-il finalement, juste très semblable, mais vous êtes un peu plus petite, vos cheveux sont plus longs. Mais de loin vous avez le même visage, et vos dates de naissance se trouvent l'une à côté de l'autre. Josette est née le 30 octobre et toi le 31. C'est incroyable, vous êtes comme des sûrs. Comment elle, qui avait grandi dans un orphelinat, pouvait-elle savoir cela? Claude ne le comprenait pas. Elle avait l'impression d'être dans un théâtre de l'absurde. Elle lui rappelait une certaine Josette, et cet homme lui rappelait Guillaume. C'est juste que tu ressembles beaucoup à Guillaume. Lui et moi avons grandi ensemble à l'orphelinat. L'homme regarda à nouveau la jeune fille avec surprise. Quel orphelinat? Demanda-t-il. Claude le nomma. Oui, je suis né à cet endroit, et j'avais un frère. Comme je l'ai appris plus tard, il est mort. Claude vacille même en entendant cela. S'agissait-il vraiment du frère aîné de Guillaume qui avait été enlevé à sa mère un peu plus tôt? Claude, tu es déjà libre. Allons discuter au café, propose l'homme, je m'appelle Yann, au fait. La jeune fille est d'accord. Ils s'installent tous les trois dans le café le plus proche. Et pendant qu'Audrey jouait dans le coin des enfants, Yann lui raconta qu'à l'âge de 7 ans, il avait été enlevé à sa famille et qu'un an plus tard, il avait été adopté par un couple sans enfants. Ses parents n'ont jamais caché qu'il n'était pas le leur, mais ils ont tout de même décidé de déménager loin de l'endroit où il était né. Ils lui ont donné leur nom de famille, ont mis toute leur âme dans son éducation. Oui, mes parents m'ont dit qu'il me restait un frère dans cette ville. Il était très jeune quand ils m'ont emmené. Je ne savais rien de lui. Il y a quelques années, après la mort de mes parents, j'ai décidé de savoir où il était. Je voulais savoir quelque chose sur ma mère biologique. J'ai toujours voulu le faire, mais je n'ai pas osé le faire du vivant de mes parents. J'avais peur de les vexer. Yann reste silencieux un moment, puis poursuit. J'ai appris que la mère biologique était morte d'alcoolisme et que le petit frère était mort à l'armée. Guillaume était dans les... dit Claude à voix basse. Oui, il s'appelait Guillaume, et c'était mon ami. Les deux hommes se regardent, choqués. C'était incroyable que leur rencontre ait eu lieu. Je n'arrive pas à y croire, tu es le frère de Guillaume, soupire Claude. Guillaume était le même roux, les mêmes taches de rousseur. À la crèche, j'avais l'impression que c'était lui qui n'avait grandi que le temps d'une vie. Oui, taches de rousseur, dit Yann en souriant, j'étais tellement gêné par ça, mais ça a disparu. J'avais peur qu'Audrey ne soit pas comme moi. C'est plus difficile pour une fille qui a des taches de rousseur. Tu as tort, elles sont très mignonnes. Les taches de rousseur, dit Claude en souriant, tu m'expliques encore une chose. Pourquoi Audrey et toi m'appelez Josette? C'est qui elle? Yann dit quelque chose à propos d'une connaissance, puis regarde soudain sa montre, s'excuse et sort précipitamment en appelant Audrey. Je peux peut-être vous raccompagner, propose-t-il. Non, merci, j'habite tout près, décline Claude en regardant Yann d'un air pensif. Quel secret cache-t-il? Presque toute la nuit, Claude ne put trouver le sommeil. Une question la tourmente, et si elle avait aussi une sœur? Après tout, Guillaume a un frère. Qui est Josette? Yann ne dormit pas non plus cette nuit-là. Il se remémore l'histoire de son amour. Regarde la photo qui représente une fille qui ressemble vraiment à Claude. Avec sa femme Claude Effet, Yann a étudié dans le même institut. Ils se sont mariés la dernière année de leurs études, et il semblait alors à Yann que tout allait pour le mieux. Claude Effet l'aimait, il était ravi d'elle. 2 ans plus tard, ils ont eu Audrey, et 2 ans plus tard, Claude Effet s'est soudain ennuyée. Elle s'ennuyait de la vie de famille, elle n'était pas satisfaite du fait que son jeune mari ne gagne pas beaucoup d'argent à l'institut. La première fois, Yann l'a surprise avec un amant dans son propre appartement. Il a jeté l'amant dans l'escalier, il voulait jeter Claude Effet dehors. Mais il ne l'a pas fait uniquement à cause de sa fille, parce que Claude Effet serait parti et aurait emmené Audrey. Et Yann aimait sa fille plus que tout. Mais Claude Effet a continué à tromper Yann et s'est mis à boire. Du vivant de ses parents adoptifs, Audrey a passé beaucoup de temps avec eux. Et puis ils sont morts dans un accident de voiture. Yann est tiraillé entre son travail et la prise en charge de sa fille. Et Claude Effet continue de sortir. C'est alors que Yann apprend que sa femme a hérité d'un goût pour la boisson. Sa mère vivait dans un village isolé et buvait elle aussi. Lui non plus n'avait pas les meilleurs gènes. Néanmoins, il a fait des études supérieures, a soutenu son doctorat et n'était pas du tout attiré par l'alcool.
Il a essayé de parler à sa femme, de la persuader de suivre un traitement, mais elle s'est contentée de rire et de le traiter d'imbécile. Yann se prend parfois pour un imbécile lui aussi. Malgré le mode de vie de Claude Effet, sa dépendance, il l'aimait toujours. Oui, il pouvait divorcer et se faire retirer sa fille par la justice. Mais il ne pouvait pas laisser Audrey grandir sans mère. Yann décide alors d'engager une femme de ménage pour nettoyer la maison et s'occuper d'Audrey. Mais rien n'y fait. Un jour, une jeune fille se présente à leur appartement. Elle se présente sous le nom de Josette et dit qu'elle travaille pour une société de recrutement. Yann l'aime bien, elle est jeune, calme, gentille. Il lui propose immédiatement un emploi. Audrey est rentrée le jour même et Josette s'est rapidement entendue avec elle. Elles ont joué et se sont promenées. Puis elles ont préparé le dîner. Et puis Claude Effet est revenu, a vu la jeune fille dans la maison et a fait un scandale à Yann. « Mettez-la dehors », s'écrie-t-elle. « Sinon je ne serai pas responsable de moi-même. » Yann l'a persuadé de se calmer et d'accepter la situation. Mais Claude Effet a crié encore plus fort. Et puis Josette s'est décidée. Elle a dit à Yann qu'elle ne pouvait pas travailler dans un tel environnement. « Mais je ne veux pas de scandale avec ta femme, alors je m'en vais. S'il vous plaît, ne faites pas ça. » dit Yann. Claude Effet va se calmer, vous verrez. C'est quand elle se calmera qu'elle appellera notre agence. Si je suis libre, je serai heureux de continuer à travailler pour vous. Je peux avoir votre numéro de téléphone. Josette a réfléchi et a accepté. Elle sortit une petite photo d'elle et écrivit un numéro au dos. Elle ne dit rien sur la raison pour laquelle elle donnait sa photo à Yann. Elle le regarde longuement et son cœur s'emballe. Oui, Josette était une fille formidable. Yann se dit pour la première fois. Combien de temps va-t-il supporter sa femme alcoolique? Il faudrait peut-être qu'il change de vie. Pendant des mois, Yann a agonisé, réalisant qu'il était tombé amoureux comme un garçon. Un véritable coup de foudre. Mais chaque fois qu'il voulait appeler Josette, il s'en empêchait. Ne le regretterait-il pas plus tard? Après tout, il est marié, non? Il a engagé une vieille femme pour être sa femme de ménage. Cette fois, sa femme s'est tue, elle n'a plus rien fait à la maison. Elle s'occupait seulement un peu d'Audrey, elle allait la chercher à la maternelle quand elle n'était pas en train de se saouler. Et encore, Yann s'occupait plus de sa fille que de sa propre mère. Et puis Claude Effet est morte. Elle a pris le volant en état d'ébriété et a perdu le contrôle. C'est à la fois un choc et un soulagement pour Yann. Oui, Audrey avait la nostalgie de sa mère, mais elle est encore jeune, elle oubliera tout. Après avoir enterré sa femme, Yann se décide enfin à appeler Josette. Mais son téléphone est indisponible. Il compose le numéro tous les soirs et tombe toujours sur un répondeur. Il reste pensif en regardant la photo que Josette lui a donnée. Et s'il l'avait appelée tout de suite? Et s'ils avaient commencé une relation à ce moment-là? Oui, il aurait rompu avec Claude Effet, et c'est peut-être ce qui l'aurait poussé à arranger les choses. Elle aurait compris qu'il fallait changer de vie, arrêter de boire, rester en vie. Yann s'est immédiatement convaincu du contraire. Claude Effet ne s'arrangerait pas. Elle se détruisait délibérément et avait fini par y arriver. Yann n'a d'abord pas remarqué que sa petite fille l'observait attentivement pendant qu'il était assis, réfléchissant à ce qui s'était passé et à ce qui ne s'était pas passé. Un jour, elle est montée sur ses genoux et a vu la photo. « C'est Josette ?» demanda-t-elle. « Oui, tu te souviens d'elle, elle me lisait une histoire. »« C'est beau, il n'y a que maman qui est meilleure. » Yann serre sa fille dans ses bras et l'embrasse. Bien sûr, pour la petite fille, sa maman était la meilleure, quelle qu'elle soit. Un jour, il appelle l'agence pour l'emploi et demande des nouvelles de Josette. On lui dit « Elle ne travaille plus pour nous, Josette a démissionné. » Où puis-je la trouver? Aucune idée. Yann demande l'adresse du domicile de Josette, mais personne ne lui dit rien et il s'est déjà résigné à perdre Josette. Quand soudain, il aperçoit une institutrice de maternelle qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Pendant les premières secondes, il a vraiment cru que Claude était Josette. Mais il se rendit compte qu'ils se ressemblaient. Même trop, mais que Claude était un peu plus petite et un peu plus mince, et que depuis le temps qu'il n'avait pas vu Josette, les cheveux de la jeune fille n'avaient pas pu pousser jusqu'à cette longueur, et que c'était clairement les siens, pas des extensions. Mais d'où vient cette ressemblance? Yann se rendit compte qu'il n'y avait pas de telle coïncidence. Surtout Claude avait dit qu'elle avait grandi dans un orphelinat. Josette pouvait donc être la sœur de Claude.
Ce n'est qu'au matin que Yann décida d'en dire un peu plus sur l'ancienne gouvernante à la nouvelle personne qui s'occupait de sa fille. Non, il ne lui racontera pas tout, mais il l'orientera vers l'agence pour laquelle Josette travaillait. Peut-être que Claude pourra la trouver. Yann pourra alors rencontrer Josette et lui parler franchement. Le soir, comme d'habitude, il vient chercher sa fille à la crèche. Audrey entraîne Claude hors du groupe. « Claude, j'ai réfléchi toute la nuit et je pense que tu as le droit de savoir comment je connais Josette, dit Yann. Je pense que vous êtes vraiment sûr car je ne crois pas à ce genre de coïncidence. Moi non plus, avoue Claude. Yann parle de l'agence, donne ses coordonnées. Peut-être que tu peux avoir l'adresse de Josette. Murmure-t-il. Il montre aussi une photo de Josette. Oui, il n'y a pas de doute. Claude ressemblait beaucoup à Josette. Après lui avoir dit au revoir, il quitta la garderie avec sa fille et Claude tourna la carte de visite avec l'adresse. Quel secret va-t-elle découvrir? La petite fille est désemparée. Pendant plusieurs jours, Claude n'ose pas contacter l'agence, puis, reprenant courage, elle se rend à la bonne adresse. Elle a quelques heures devant elle, car Madame Brunet et elle-même travaillent désormais en équipe. Elle est arrêtée à l'entrée du bureau par une grande femme blonde. « Josette, tu es là !» s'exclama la jeune fille. « Tu es vivante ou quoi ?» Claude haussa les épaules, incertaine, ne sachant que répondre. Bien sûr qu'elle était vivante, et d'ailleurs elle n'était pas Josette. Et la jeune fille la regarda, abasourdie. « J'étais à ton enterrement. »« Josette, je ne rêve pas de toi, je ne suis pas Josette, avoue Claude, mais je lui ressemble beaucoup et je veux savoir pourquoi. Tu peux me donner son adresse ? Pour l'amour de Dieu, répond la jeune fille, confuse. Claude la remercie et s'apprête à partir, mais reprend ses esprits. Vous dites que Josette est morte. Comment est-ce arrivé? Un accident, répond la jeune fille après un bref silence. Et plus de détails? Je ne sais pas. Et dans quel cimetière a-t-elle été enterrée? Oui, dans le cimetière de la ville. Oui, dans le cimetière de la ville. Claude ne dit rien de cette information, se contentant d'en prendre note. Elle appelle un taxi et se rend à la bonne adresse. La maison où vivait Josette était ancienne. Claude regarda avec appréhension les marches menant au premier étage et s'engagea avec hésitation. Puis de plus en plus vite, à condition de ne pas s'attarder sur les planches pourries, car alors elle était sûre de tomber. Au premier étage, Claude trouva le 23e appartement, celui que la blonde avait dit que Josette avait habité auparavant. Comme il n'y avait pas de sonnette, Claude frappa avec insistance à la porte. Elle entendit une voix de femme dire « J'arrive ». Puis des pas lents et traînants, une respiration lourde, une toux. La propriétaire était manifestement malade. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Claude vit une femme d'âge incertain. Elle était petite, mince, un peu voûtée, et son teint trahissait une grave maladie. En apercevant Claude, la femme se couvrit soudain le visage de ses mains et poussa un cri. « Ah ah !» et faillit tomber. Claude réussit à la relever. « Josette, tu es vivante !» dit faiblement la femme en fixant littéralement le visage de la jeune fille. « Je m'appelle Claude. On m'a dit que je ressemblais beaucoup à Josette. Je voudrais comprendre pourquoi. » La femme se redressa tout en continuant à fixer son invité avec horreur. « Claude. Vous vous appelez Claude. Oh mon Dieu !» La femme se couvre le visage de ses mains et sanglote. Claude se tient à ses côtés, ne sachant que faire, partir ou rester. « Pouvez-vous me dire pourquoi Josette et moi nous nous ressemblons tant? J'ai vu sa photo. En effet, la ressemblance est immense. » La femme continue de pleurer. Soudain, elle se calma brusquement, retira ses mains de son visage et dit à voix basse mais de manière audible. « La ressemblance est énorme parce que vous êtes frères et sœurs. Né à 5 minutes d'intervalle. » Claude s'attendait déjà à entendre quelque chose de ce genre. Mais qui était cette femme? S'agissait-il vraiment de sa propre mère? « Je suis la sœur de votre mère. Je m'appelle Vanessa, dit la femme. Entre, puisque tu m'as trouvée toute seule, je vais tout te raconter. » C'est alors que Claude entendit l'histoire de sa naissance. La mère de Claude s'appelait Valérie. Une fille douce et belle, que tout le monde aimait. Valérie et Vanessa vivaient dans la ville où Claude a été trouvé. Vanessa était à l'école de médecine, Valérie venait de commencer l'école de cuisine. Un jour, Vanessa a amené un de ses amis chez ses parents. Elle voulait le présenter à la famille. Fabien s'est pris d'affection pour les parents. Vanessa était heureuse et rêvait déjà du mariage à venir. La jeune fille ne remarque pas le regard que sa sœur cadette porte sur Fabien.
et lui-même lui jetait des coups d'œil. Vanessa ne remarque rien, jusqu'au jour où elle surprend Valérie au lit avec Fabien. La jeune fille ne s'attendait pas à une telle trahison. Elle s'enfuit de la maison et rend dans les rues en pleurs. Son père la retrouve et la persuade que, malgré tout, il faut continuer à vivre. « Pardonnez-leur », lui dit le père. « Papa, comment pourrais-je leur pardonner ? Valérie est ma sœur et elle a fait une chose aussi abjecte. Et Fabien, il m'a juré qu'il m'aimait. Je les déteste. Valérie n'est plus ma sœur. Ne dis pas ça. » Père fronce les sourcils. « Oui, elle a fait une erreur, mais elle reste une petite fille idiote. Pardonne-lui. » Et lui donner Fabien. Rit Vanessa de façon hystérique. « Écartez-vous et voyez ce que ça donne. » Répond le père. Et Vanessa s'en alla. Ou plutôt, elle est partie pour une ville voisine qui possédait une école de médecine similaire. Elle ne communique plus avec ses parents et sa sœur, s'interdit de penser à Fabien, étudie et travaille à temps partiel. Après l'université, elle a trouvé un emploi dans une polyclinique dans la salle des femmes. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle vit Valérie dans le cabinet du médecin. Elle était assise dans le bureau avec un énorme ventre. « Je vous conseille d'aller à l'hôpital pour une préservation », dit le médecin à Valérie. « D'autant plus que vous portez des jumeaux. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. »« Docteur, je ne peux pas. »« Oui, mon estomac est un peu agité, mais ce n'est pas critique. Vous n'avez qu'à me prescrire le bon médicament. J'ai des choses à faire ici. » Elle se retourne alors et voit Vanessa. Valérie pâlit, puis tend les bras à Vanessa. « Sœur, je t'ai cherché ici. Je suis venue te parler. »« De quoi ?» dit Vanessa d'une voix tremblante. « Vanessa, ne faisons pas ça ici. » Ils sont sortis du bureau. « Fabien m'a quitté quand il a découvert que j'étais enceinte, avoue la sœur. Mes parents m'ont renié, ils ont dit que je leur avais fait honte en rompant avec toi. Ils n'ont pas raison. Bien sûr, vous avez raison. Je réalise maintenant que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Vanessa, pardonne-moi. Je suis venu te demander quelque chose. Parle à tes parents, dis-leur que tu ne m'en veux pas et qu'ils me pardonnent. Je vais bientôt avoir un bébé, et je me balade avec mes copines, je ne sais pas quoi faire. Fais ce que tu veux, dit Vanessa en souriant, tu n'es plus ma sœur. Et elle est partie, elle ne voulait plus écouter sa sœur. Valérie s'en va, Vanessa se souvient de leur rencontre. Elle ne se sentait pas coupable. Sa sœur avait eu ce qu'elle méritait, et Vanessa décida alors de prendre des nouvelles de ses parents. Après tout, il semblait être de son côté. Ni son père ni sa mère ne savaient où se trouvait Valérie. Ils étaient heureux de voir Vanessa, l'entourer de soins et d'attention, mais ils ne voulaient rien savoir de la plus jeune. Si elle était enceinte, c'était son problème. Le soir, Vanessa est allée se promener en ville, non loin de chez elle. Elle a vu Valérie. Il s'est avéré qu'elle était venue chez ses parents pour se jeter à leurs pieds et implorer leur pardon. Mais elle n'est jamais rentrée chez elle. « Ils ne te pardonneront pas », lui dit Vanessa. « Je n'ai nulle part où dormir ce soir », s'écrie Valérie. « Ma dernière petite amie m'a demandé de sortir. Alors va dans notre maison de campagne, lui répond Vanessa. Tu pourras rester jusqu'à l'accouchement. Tu pourras appeler une ambulance le moment venu, et ensuite tu pourras t'arranger avec tes parents. Attends ici, je vais sortir les clés et faire quelques courses. Merci. » Se réjouit Valérie. « Vanessa, m'as-tu pardonné ?» Sa sœur ne lui répond rien. Elle n'a pas pardonné, elle a juste décidé soudainement d'être désolée. Et le lendemain, Vanessa a prévu de retourner chez elle. Elle dit au revoir à ses parents, décide d'aller voir Valérie et trouve sa sœur qui se tord de douleur. Vanessa a compris que Valérie était en train d'accoucher et que l'ambulance n'arriverait pas à temps. Elle a mis au monde le bébé de sa sœur. Combien cela lui a-t-il coûté? Valérie la sépare de son amant. Valérie donne naissance à ses enfants. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Cette Vanessa devait être la mère des enfants de Fabien. Lorsque les deux bébés naissent l'un après l'autre, Vanessa a les nerfs à fleur de peau. Un plan monstrueux se prépare dans son esprit. « Dors un peu », dit-elle à Valérie, « j'ai appelé une ambulance, mais en attendant qu'elle arrive. » La sœur, épuisée par le travail, sourit avec reconnaissance et regarda ses enfants qui dormaient tout près d'elle. « Qu'ils sont mignons, murmura-t-elle, comme des anges, comme des anges. » Répondit Vanessa en serrant les dents. Elle sortit de la maison, c'était déjà le soir, c'était la fin de l'automne, c'était bien que les voisins soient déjà partis, personne n'entendrait rien et personne ne verrait rien. Vanessa trouva un petit jerrycan d'essence dans la remise, mais se ravisa,
tout devait être naturel. Elle est retournée dans la maison. Valérie dormait, blottie contre ses filles, le bois crépitant dans la cheminée que Vanessa avait récemment inondée. Elle jeta quelques braises brûlantes, fit un signe de tête à la bouteille de gaz qui se trouvait à proximité. Oui, ça va être rapide. Vanessa s'apprêtait à partir, mais elle se figea soudain, se retourna. Non, elle ne se sentait pas désolée pour sa sœur, mais les enfants. C'étaient les filles de son bien-aimé. Qu'il soit un traître, elle ne l'avait pas oublié pour autant. Vanessa prit les bébés dans ses bras et quitta la maison d'un pas rapide. Bientôt, la maison fut la proie des flammes. Entre-temps, Vanessa avait atteint la ville. En chemin, elle reprit ses esprits. Pourquoi avait-elle 2 enfants? Qu'allait-elle faire d'eux? Elle n'hésite pas. Elle laissa une fille sur le pas de la porte de l'hôpital, et avec l'autre elle se rendit chez elle. Elle décida de faire du stop pour que personne ne se souvienne qu'elle avait quitté sa ville natale avec un enfant. Le matin, alors qu'elle dormait déjà dans son appartement, ses parents ont appelé. Ils connaissaient désormais son numéro de téléphone. La mère, en pleurs, a dit que leur datcha avait brûlé. Les restes d'une femme ont été retrouvés dans l'incendie. On suppose qu'il s'agit de Valérie. Et les enfants? Demande Vanessa. Il y a un cylindre qui a explosé. On ne distingue plus rien. Sanglote la mère au téléphone. Papa et moi n'arrivons pas à comprendre comment elle s'est retrouvée dans la maison. Elle a dû prendre les clés en quittant la maison. Oui, c'est aussi ce que dit l'enquêteur. Oh ma fille, comment est-ce possible? Si nous avions su que cela se passerait ainsi, elle et son père se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Ils ont repoussé leur propre fille, mais rien n'y fait. L'enquête ne s'est pas penchée sur la question. Ils ont dit qu'il s'agissait d'un accident et c'est tout. Et Vanessa a raconté à tout le monde qu'elle avait trouvé la fille à la gare. Elle serait venue en train, serait passée devant les poubelles du parking de la gare, aurait entendu un enfant pleurer dans l'une d'elles et serait venue chercher la petite fille. Elle n'a rien dit à personne tout de suite, elle avait tellement pitié de la petite fille qu'elle l'a prise dans ses bras et l'a emmenée. Même la police l'a cru. Vanessa avait le billet dans les mains, elle parlait avec assurance. Qui douterait des actions d'une jeune femme sympathique qui était aussi médecin? Vanessa a ensuite été autorisée à adopter une petite fille. Vanessa a pris un congé de maternité et est devenue une mère heureuse. Elle essaya d'oublier la terrible soirée d'octobre, ainsi que l'enterrement. Car Vanessa alla même dire au revoir à sa sœur et pleura sincèrement à l'enterrement, la voyant partir pour son dernier voyage. Le temps a passé. Vanessa a déménagé loin de sa terre natale, dans le nord. De simple sage-femme à la polyclinique, elle est devenue chef de la maternité, une personne respectée. Personne n'avait à dire du mal d'elle. Vanessa a aidé tant de femmes. Au cours de son travail, elle a reçu des diplômes, des prix. Le journal local parlait souvent de Vanessa. Toute sa vie, toutes ses actions semblaient être exposées au grand jour dans la petite ville. La vie privée de Vanessa n'a jamais vraiment décollé. Il y a bien eu quelques histoires d'amour, mais elles se sont toutes terminées assez rapidement. Vanessa s'est aperçue qu'un autre admirateur avait regardé sa fille de travers. Josette est devenue la raison d'être de Vanessa. Elle était de la même taille que Valérie, mais ressemblait à son père. Vanessa a toujours eu peur que ses parents le voient lorsqu'ils se rencontrent, qu'ils s'en rendent compte. Mais le temps passe. Personne n'a rien deviné, et quand ses parents sont partis, Vanessa a poussé un soupir de soulagement. Personne ne connaîtrait son secret. Et cette deuxième fille, Vanessa ne l'avait jamais envisagée. La femme a gâté Josette, lui a tout pardonné. Josette a grandi comme une fille gâtée. Après l'école, elle n'allait nulle part, vivait chez sa mère, allait dans des clubs et changeait souvent d'homme. Vanessa a supplié plus d'une fois sa fille de ralentir, de se changer et de changer d'attitude face à la vie. Mais Josette ne faisait que rire. Elle pensait que sa mère n'était pas moderne et ne comprenait rien. C'est alors que Vanessa a commencé à voir sa défunte sœur dans tout, dans les traits de sa fille, dans ses paroles. Valérie Vanessa, même après sa mort, n'a pas pardonné et ne s'est jamais repentie de ce qu'elle avait fait. « Tu es aussi sotte que ta mère », avait-elle dit un jour. Et pourtant Josette n'avait jamais réalisé qu'elle était la fille adoptive de Vanessa. « Tu veux dire comme toi ?» demanda la femme à Josette avec un petit rire. « Heureusement que je ne t'ai pas mise au monde. Tu veux savoir la vérité ? Oui, je t'ai trouvé dans une poubelle à la gare. Tu avais été abandonné comme un chiot par ta mère. Je t'ai ramassé.
Lorsque Josette a appris la vérité, elle a changé. Elle a quitté la maison et n'est pas revenue pendant une semaine. Et Vanessa a abandonné. J'en ai marre des frasques de cette fille. Bâtarde ingrate. Laissez-la vivre la vie qu'elle voulait. Mais très vite, tout a changé. Un jour, Vanessa s'est sentie mal, elle est allée voir le médecin elle-même et on a découvert que Vanessa avait une tumeur au pancréas. Comment cela a-t-il pu se produire? Après tout, Vanessa avait passé tous ses examens annuels, elle avait pris soin de sa santé. Mais pour une raison ou une autre, la tumeur n'a pas été détectée. Vanessa allait subir une intervention chirurgicale et une chimiothérapie. Et si l'opération elle-même est gratuite, les traitements qui suivent coûtent très cher. Non, il était possible de tout contingenter. Mais il fallait alors attendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, et Vanessa n'avait pas ce temps. Elle avait quelques économies, ses collègues avaient collecté un peu d'argent, mais elle n'avait toujours pas assez d'argent pour un traitement complet de chimiothérapie. Vanessa a donc décidé de vendre son bel appartement. Pour ce faire, elle avait besoin de l'accord de Josette. Vanessa s'est efforcée de retrouver sa fille en faisant appel à des connaissances douteuses. Elle a parlé à Josette de sa maladie et de la nécessité de vendre l'appartement. « Maman », s'écrie Josette, « fais ce que tu as à faire, pourvu que cela t'aide. » La petite fille serra la femme dans ses bras. Josette aimait toujours Vanessa. Et elle l'aimait aussi. Les deux femmes pleurent et se serrent l'une contre l'autre. « C'est pour ça, tout ça ?» sanglote Josette. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit Vanessa. « Je suppose que tout le monde a une épreuve à traverser dans la vie. » Oui, elle était sûre que la maladie, son épreuve, n'était pas la réponse à quelque chose qu'elle avait fait il y a des années. Un soir d'octobre, Vanessa avait vendu l'appartement et elles avaient emménagé avec Josette dans une vieille maison. Là, la femme avait pu acheter un appartement à un prix très bas. Maintenant, elle avait son propre coin et de l'argent pour se soigner. Josette n'était jamais loin de sa mère. Elle s'est assise à son chevet à l'hôpital lorsque Vanessa sortait de l'anesthésie. Et puis, lorsque sa mère est sortie de l'hôpital, Josette chuchote en larmes en regardant sa mère endormie. « Vie, maman, tu ne m'as peut-être pas mise au monde, mais tu es ma plus chère. » Vanessa a entendu le murmure de sa fille et sa conscience malade s'est réjouie. Oui, Josette est son enfant, quoi qu'il arrive. Vanessa a suivi toutes les procédures nécessaires après l'opération, mais la maladie n'a pas reculé. Elle a dû quitter son travail à l'hôpital. Aujourd'hui, elle vit presque entièrement dans cette maison grise. Vanessa réfléchit à sa vie. Regrettait-elle son acte terrible? Parfois, son cœur se serre lorsqu'elle se souvient de sa sœur, mais elle s'obstine à se dire « Valérie n'a que ce qu'elle mérite ». Quant à Josette, elle se rend compte qu'elle est désormais le chef de famille et qu'elle doit subvenir aux besoins de sa mère. Mais où la jeune fille pourrait-elle trouver un emploi sans avoir fait d'études? Josette a travaillé dans un magasin, dans un service de messagerie et dans une entreprise de nettoyage. Oui, elle se maudissait de ne pas être allée étudier après l'école, mais rien ne pouvait plus changer. Josette décida de faire des études dès que sa mère irait mieux, mais en attendant, elle accepterait n'importe quel travail. Un jour, une connaissance de Marion lui propose de postuler dans un cabinet de recrutement. Là-bas, tout est convenable, lui dit l'ami. Tu travailles comme femme de ménage ou nounou pour les riches. Il paie bien, et en plus il y a un travail à temps partiel. Elle s'est arrêtée de parler et a plissé les yeux d'un air narquois. Quel genre de travail à temps partiel? Dit Josette. Les propriétaires sont des gens riches. Parfois, on rencontre des hommes célibataires qui ont de l'argent. On peut avoir des aventures. L'entreprise ne l'interdit pas. Tu veux dire devenir vendeuse? Oh, Josette, ne sois pas si dramatique, dit Marion en riant. Comme tu veux. Josette, après avoir pesé le pour et le contre, est allée travailler au bureau. Il ne se passait rien de tel avec elle. Les clients étaient des gens honnêtes, et Josette ne cherchait pas de protecteur parmi eux. Un jour, on l'envoie chez un jeune professeur. C'est ainsi que Josette a rencontré Yann. Elle l'aimait beaucoup, mais après seulement une journée de travail, elle dut partir à cause de son épouse intempestive. Josette a donné à Yann une photo d'elle avec son numéro de téléphone. Et si ça marchait entre eux? Oui, Yann n'était pas richissime. Mais Josette n'a pas besoin de ça. Elle aimait bien ce jeune homme avec ses drôles de taches de rousseur sur le nez. Et puis le bureau l'a envoyé dans une maison très riche. Et là, c'est l'enfer qui attend Josette.
Le propriétaire était un vieil homme qui avait décidé que tout dans le monde pouvait être à lui, s'il le voulait. Il a donc demandé à Josette de sortir avec lui. La jeune fille, se souvenant de Yann, a refusé. Elle avait beaucoup changé ces derniers temps. Si auparavant elle rencontrait facilement les hommes, maintenant, après la maladie de sa mère et la rencontre avec Yann, Josette était devenue sérieuse et commençait à se respecter. Le vieil homme, quant à lui, est furieux de ce refus. Il ordonne à ses gardes d'enfermer la jeune fille dans une des chambres, puis vient la voir. Josette résiste, mais le vieillard est robuste et fort. Un jour, Josette réussit à sortir par une fenêtre et à sortir dans la rue à l'aide de draps. C'était au 3e étage. La jeune fille avait l'intention de s'échapper, mais tous ses plans n'étaient pas destinés à se réaliser. Le drap s'est déchiré et Josette a basculé dans le vide. À l'hôpital, la jeune fille est restée dans le coma pendant une semaine et est décédée. Et l'enquête n'a rien donné. Et comment un homme respectable, le propriétaire du manoir, pourrait-il être soupçonné de quoi que ce soit? S'il disait que la femme de ménage était tombée du rebord de la fenêtre du 3e étage en nettoyant les vitres, alors c'est ce qui s'était passé. Lorsque Vanessa a appris la mort de sa fille, elle est restée insensible. Elle était donc seule. Que devait-elle faire maintenant? Malade, sans argent, sans personne pour l'aider, tous ses anciens collègues ont soudain disparu. Vanessa se retrouve seule avec son malheur et un terrible secret. Mais même après avoir enterré Josette, elle n'a toujours pas de remords, seulement de la pitié pour elle-même. Et puis, elle a fait un rêve. Valérie, jeune et belle comme elle l'a toujours été, est assise au bord de la rivière. Vanessa l'a vue et, pour une raison quelconque, a voulu s'approcher d'elle. « Bonjour, ma sœur », lui sourit Valérie, « comment vas-tu? Et tu veux m'entendre souffrir ?» dit Vanessa avec colère. « Tu souffres ?» dit Valérie en riant. « La vraie souffrance, c'est quand ton âme souffre. Et ton âme est morte avec moi. Et tu t'en réjouis? Non, ma sœur, je suis vraiment désolé pour toi. Tu as détruit ma vie, la tienne. Josette est morte parce que tu ne lui as pas donné les bonnes orientations dans la vie. » La jeune fille a essayé d'arranger les choses elle-même par la suite, mais elle n'y est pas parvenue. Mais Josette va bien maintenant. Elle est à mes côtés. Et nous prions avec elle pour que notre autre fille soit heureuse, qu'elle vive pour nous et pour elle-même. Quelle fille? Murmure Vanessa, stupéfaite. As-tu oublié? J'avais 2 filles. Tu en as pris une et tu as jeté l'autre comme un chiot. Mais je t'en suis reconnaissante. La seconde sera certainement heureuse. D'ailleurs, vous vous rencontrerez bientôt. Et puis, alors ma sœur, je t'attends. En disant cela, Valérie s'éleva soudain comme de la fumée, se leva et traversa la rivière. Vanessa regardait sans rien pouvoir dire. Valérie flottait dans les airs. Soudain, Josette est apparue. Elle s'est approchée de Valérie, elles se sont serrées dans les bras et ont continué à marcher ensemble. Elles se sont retournées et ont regardé Vanessa. Mon Dieu, comme leur visage était heureux. Elles ont regardé Vanessa en souriant, mais avec gentillesse. Vanessa se réveilla alors avec des sueurs froides. Qu'est-ce que c'était que ce rêve? De quoi s'agissait-il? Et pour la première fois depuis des années, Vanessa a pleuré. Non, pas de douleur ni de désespoir. Ce sont les souvenirs qui lui brûlent le cœur. Oui, elle avait enfin compris quel monstre elle avait été, et ce qui lui était arrivé était un modèle. Vanessa comprit que ce rêve était une sorte d'avertissement. Elle allait mourir. Et pour l'instant, la mort ne lui semblait pas quelque chose d'effrayant. C'était une délivrance. Vanessa se souvenait des paroles de Valérie au sujet de sa 2e fille, mais il lui semblait inconcevable que cette 2e fille puisse un jour la retrouver. Et c'est ainsi que le jour arriva. Claude se tient sur le pas de la porte de l'appartement de Vanessa. Oui, cette femme a compris. Elle avait compris son rêve. La sœur lui avait demandé de tout raconter à cette autre fille. Et Vanessa s'est pratiquement confessée à Claude. La jeune fille a écouté le récit, et elle a eu la chair de poule. En face d'elle était assise la responsable de la mort de sa mère, sa propre tante. À cause d'elle, Claude avait grandi dans un orphelinat. À cause d'elle, elle n'avait jamais connu l'amour d'une mère. Et c'était elle qui avait séparé les deux sûrs et maintenant, elle ne se retrouverait plus jamais. Tu n'as pas peur que je raconte tout ça à la police? Demanda Claude quand Vanessa eut fini sa confession. Il y a longtemps que je n'ai plus peur de rien, murmure Vanessa à voix basse. Surtout pas maintenant. Je suis moi-même une professionnelle de la santé.
Je sais qu'il me reste au mieux quelques semaines à vivre. Dites-moi, avez-vous des remords pour ce que vous avez fait? Cela n'a plus d'importance maintenant, répond Vanessa, les yeux baissés. Il était insupportable pour Claude de se trouver dans le même appartement que cette femme effrayante. Elle se leva et se dirigea vers la porte, puis se retourna. Pouvez-vous me dire où ma sœur est enterrée? Et je voudrais aussi aller sur la tombe de ma mère et de mes grands-parents, dit Claude d'une voix tremblante. Josette repose ici, dans le cimetière de la ville, répondit Vanessa d'un ton indifférent en indiquant la rangée et le numéro de la tombe. Mes parents reposent dans la ville où tu as grandi. Mes parents reposent dans la ville où tu as grandi. Le cimetière n'est pas aussi grand là-bas. Tu y trouveras Charles, Ginette et Jackie. Mon nom de famille est donc Charles, oui. Soudain, le visage de Vanessa se contorsionne en une grimace de colère. Je vous déteste tous. Elle poussa un autre cri, devint hystérique, et Claude sauta hors de l'appartement. Rester seul avec ce monstre est insupportable pour la jeune fille. Claude doit aller travailler, elle décide d'aller se recueillir sur la tombe de sa sœur un autre jour. Au jardin d'enfants, Madame Brunet remarque que sa collègue de travail est pâle et perdue. « Claude, tu n'es pas malade ?» lui dit sa collègue avec inquiétude. « Non, ça va ?» tente même la jeune fille en souriant. « C'est juste que j'ai appris tellement de choses que j'ai la tête qui tourne. » « Quel genre de choses? Je ne peux pas vraiment le dire. » « C'est très compliqué. » Madame Brunet acquiesce. Elle n'avait pas du tout l'habitude de se mêler de ses propres affaires. Si une personne est silencieuse, c'est qu'il y a une raison à cela. Et le travail de Claude avec les enfants lui permettait d'oublier un peu ses mauvaises pensées. Avec les enfants, il répétait un sketch pour les prochaines vacances, faisait des maths, puis allait se promener dans la cour de récréation. Le soir, Claude est traditionnellement laissé à attendre le dernier parent. Bien sûr, c'était Yann. Claude et Audrey se sont assis dans le groupe. La petite fille dessine et l'accompagnatrice est plongée dans ses pensées. Mademoiselle Claude entend enfin la voix de la fillette. Audrey s'était déjà adressée à elle, mais Claude était tellement préoccupée qu'elle n'avait pas entendu. « Oui, Audrey, répond Claude, et mon crayon est cassé. On va le réparer. » L'enseignante sourit, prend un crayon et regarde le dessin de la jeune fille. Audrey dessinait l'été. Un ciel bleu, des marguerites à travers le champ, et 3 personnes marchant à travers le champ, 2 grandes et une petite. « Qui est-ce » demanda Claude. « Papa, moi et toi » répond timidement Audrey. « Moi » se demande Claude. « Oui, toi. Tu vois, je voulais dessiner maman, mais elle est dans le ciel maintenant. Le nuage là-bas, c'est elle. Et toi, tu es vivant, alors tu marches à côté de nous. Pourquoi moi? Parce que tu es bon. » Le Claude, je ne comprends pas pourquoi vous veniez nous voir avant. Et que vous aviez un autre nom? Audrey, c'était un ange, répondit tristement Claude, et il est au ciel maintenant aussi. Il nous regarde d'en haut. Et pourquoi est-il venu? Pour que nous nous rencontrions ainsi. Tu m'as vu et tu as compris que nous nous connaissions déjà. La jeune fille réfléchit un instant, puis s'épanouit dans un sourire. Alors tu seras toujours avec nous maintenant? Claude ne lui répondit rien, se contentant de la serrer dans ses bras. Yann arriva bientôt et ils sortirent tous les 3 du jardin d'enfants. « Tu veux que je te dépose ?» demanda timidement Yann. « Ça ne me dérange pas. » Claude hésite un peu et ajoute. « Yann, j'ai des nouvelles. J'ai tout appris. Seulement, c'est une histoire très compliquée. » Elle fait un signe de tête à Audrey. Yann comprit que l'histoire n'était pas pour les oreilles des enfants. « Audrey, pourquoi n'irais-tu pas chez notre voisine, Odette, après l'école maternelle? Tu veux bien jouer avec son chiot ?» Audrey était ravie. Odette avait un petit chien rigolo et la voisine adorait jouer avec la petite voisine. Yann et Claude se rendent au parc, s'assoient sur un banc et la petite fille raconte tout ce qu'elle sait maintenant. À cause d'un homme qui a ruiné sa propre sœur, qui a séparé ses sœurs et qui continue à vivre tranquillement. Claude, il faut tout dire à la police. Et si elle est malade? Tu dois assumer la responsabilité de tes actes. C'est ce que je voulais faire au début. Mais je crois qu'elle s'est punie elle-même. Elle a réalisé ce qu'elle avait fait. Et cela fait des années. Qui va s'occuper de cette affaire maintenant? Je doute que nos demandes soient acceptées. Et Vanessa se rétractera facilement, sans que je puisse le prouver. Vous auriez dû enclencher le magnétophone quand vous parliez. Je n'y ai pas pensé. Yann, je veux aller sur la tombe de Josette samedi. Tu veux venir avec moi? Yann est d'accord.
Cela lui fait mal de réaliser que la fille dont il rêvait est morte. Il ne s'était même pas parlé. Le samedi après-midi, ils passent prendre Claude et ils se rendent au cimetière. En chemin, ils s'arrêtèrent chez un fleuriste et la jeune fille acheta 10 roses rouges. Il y avait déjà des fleurs de Yana sur la banquette arrière, mais pour une raison inconnue, il y avait 2 bouquets. Chacun d'eux voulait rendre hommage à la mémoire de la jeune fille, qui n'était pour l'un qu'une connaissance, et pour l'autre une parente, sauf qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de se voir au cours de leur vie. Ils trouvèrent rapidement la tombe de Josette. La jeune fille a trouvé sa dernière demeure près d'un jeune arbre que quelqu'un avait planté à proximité. De la terre fraîche, une simple croix, une photo parmi les couronnes. Claude regarde la photo de sa sœur et son cœur se serre. Combien plus belle aurait été sa vie sans la cruauté de sa propre tante. Il n'y aurait pas eu d'orphelinat, pas de nostalgie et de larmes, mais 2 suramis qui se faisaient confiance. Rien de tout cela n'était arrivé. Et cela n'arriverait plus jamais. « Bonjour, Josette, murmura doucement Gênes, c'est ainsi que nous devions nous voir. Dors bien, ma chérie. » Les larmes lui montent aux yeux. Claude relève la tête. Dieu, qu'il est douloureux de se rendre compte qu'une personne chère a vécu dans le monde et que vous ne saviez même pas qu'elle existait. Et vous ne deviez la rencontrer qu'ici, au cimetière. Yann regarde tristement la photo de Josette. Une fille douce et belle. Comme un rayon de soleil, elle apparaissait dans sa vie et disparaissait. Pourquoi? Pour quelle raison? Et s'il avait osé l'appeler à ce moment-là, au tout début de leur rencontre, peut-être que tout aurait été différent. Il était difficile de réaliser qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils restèrent encore un moment debout. Ils déposèrent les fleurs et se dirigèrent vers la sortie, mais Yann s'arrêta soudain. « Il faut que je me rende encore sur la tombe de ma femme, » dit-il. Il tenait encore un bouquet de roses blanches. Claude était si prévenant qu'elle n'y prêta pas attention. « Oui, bien sûr, dit-elle. Je t'attends ici? Non, allons ensemble. » La tombe de Claude Effet n'était pas loin. Sur la photo, on voit une belle femme pleine de vie. Claude contemple l'image avec nostalgie. Quel dommage que des personnes aussi jeunes et aussi belles disparaissent. Soupire-t-elle. Oui, c'est très dommage. Yann a déposé des fleurs sur la tombe de sa femme. Je l'aimais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi elle est devenue comme ça après. C'était une fille gentille et simple dans sa jeunesse, elle m'aimait aussi. Pourquoi a-t-elle commencé à boire, à sortir? Je m'en veux parfois. Je n'ai pas passé assez de temps avec ma femme. Tout le travail. Ne vous reprochez rien. Tout s'est passé comme ça devait se passer. Claude touche le bras de Yann, allons-y grec, et il se dirigeant vers la sortie. Pour de bon. Puis ils sont restés un long moment dans la voiture, silencieux. Pour une raison ou pour une autre, ils ne voulaient pas partir. Claude, Yann interrompt le silence. Parle-moi de Guillaume. Tout ce que je sais, c'est qu'il me ressemblait. Oui, c'est vrai, dit Claude en souriant tristement. Guillaume était merveilleux, mon meilleur ami et mon premier amour. Il rêvait d'être militaire, il était heureux de s'engager dans l'armée. J'ai promis de l'attendre, mais nous ne nous sommes jamais revus. Je ne sais même pas exactement où il repose. Nous irons certainement nous recueillir sur sa tombe. Yann touche doucement la main de Claude. Cela surprit un peu Claude et, pour une raison inconnue, elle rougit. Elle commença à réaliser qu'elle aimait Yann, non pas en tant que frère de Guillaume, mais en tant qu'homme. Et Yann regardait la jeune fille d'une autre façon. Quelques semaines passèrent. Claude et Yann se rencontrèrent au jardin d'enfants, bavardèrent amicalement. Et chacun voulut dire quelque chose d'autre, mais n'osa pas. Et puis Audrey n'est pas venue au jardin d'enfants. Claude s'inquiète et appelle Yann. Audrey est malade, dit Yann, avec une forte fièvre et un mal de gorge. Vous avez appelé un médecin? Oui, il y avait une femme. Elle a prescrit des médicaments et elle est partie. Quoi qu'il en soit, nous sommes soignés, mais sans grand succès jusqu'à présent. La fièvre ne tombe pas bien et je crois que j'ai encore plus mal à la gorge. Je peux passer après le travail? Ce serait bien, acquiesce Yann, je passe te prendre. Son ton montre clairement qu'il est ravi de l'offre de Jeanne. Le soir, Claude était à l'appartement de Yann. La petite Audrey, en voyant Claude, sourit faiblement. « Bonjour, dit-elle, tu es venu me faire plaisir? Je vais essayer. » Claude caresse la tête de la petite fille en regardant le médicament. « Je ne suis pas un professionnel de la santé, bien sûr, mais il est étrange que le médecin n'ait prescrit qu'un antipyrétique. » Audrey a l'air d'avoir mal à la gorge, dit-elle à Yann,
Je travaille avec des enfants depuis des années, je sais comment cela se manifeste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis historien, pas médecin, dit Yann en haussant les épaules. Ce que dit le médecin, c'est ce qu'on boit. Alors, on essaie d'abord le remède classique. Vous avez du miel? Je ne crois pas. Je vois, je l'ai apporté comme je savais que vous le feriez, sourit Claude. Il nous faut aussi du citron, de l'ail et de l'eau chaude. C'est pourquoi faire? C'est un bon remède. On le traitait comme ça à l'orphelinat. Ça marche vraiment. Claude s'approche de la jeune fille allongée sur le lit. Audrey, veux-tu être traitée comme je te le dis? Je veux bien, murmure-t-elle. Ensuite, elle a bu la boisson préparée par Claude. Elle a plissé le nez, mais elle a fait ce qu'il fallait. Puis Claude lui a donné du lait chaud. Puis elle a enveloppé Audrey dans un drap. Yann observe les gestes de la jeune fille et se demande comment elle sait tout cela. Bientôt, la fièvre d'Audrey tomba vraiment. Sa gorge cessa de lui faire mal. La petite fille s'est endormie, Claude et Yann sont allés boire un thé dans la cuisine. Ils restèrent silencieux, se regardant l'un l'autre, ne sachant que dire. Enfin, il mit sa tasse de côté, soupira et prit la parole. Claude, nous nous sommes rencontrés par d'étranges coïncidences, et je pense qu'il y a une raison à cela. Tu es arrivé dans cette ville qui t'était totalement étrangère, et c'est ici que tu as appris ton histoire. Je regrette que tu n'aies pas pu voir Josette. Je ne la connaissais pas beaucoup non plus. Je pense que c'était une bonne personne, quoi qu'il arrive. Et vous êtes quelqu'un de bien. Claude, vous ne penserez pas que je pense à Josette quand je vous regarde. Non. Depuis le temps qu'on se connaît, je me suis rendu compte que tu étais devenue proche de moi. Tu es facile à vivre, intéressante. Claude, sortons. Je sais que je suis plus âgé que toi, peut-être que tu ne me vois que comme le frère de Guillaume. Mais peut-être que les choses changeront avec le temps. Claude, soyons ensemble. Claude écoutait Yana, et son cœur battait avec une vigueur frénétique. Il lui touche la main et se tait. La jeune fille frémit à ce contact, mais elle ne retira pas sa main, leva la tête et dit doucement « Et l'amour, je crois que je t'aime déjà », a-t-il presque chuchoté. Je n'arrive pas à croire que j'entends ces mots, avoue Claude. Yann, moi aussi je tiens à toi, et ça n'a rien à voir avec Guillaume. Si, voilà sa bague, tu la portes encore, dit Yann en montrant le doigt de Claude. Cette bague n'est qu'un aimable souvenir du passé, dit-elle, et ça ne te dérange pas de la changer pour une bague en or. Je n'y vois pas d'inconvénient, répond Claude. Audrey se rétablit en 3 jours, et bientôt Claude et Yann allaient se marier. Madame Blanchard, à l'annonce du mariage, est à la fois heureuse pour la jeune fille et triste. Où aurait-elle pu trouver une voisine aussi merveilleuse? Mais que faire? L'essentiel était de rendre Claude heureuse. C'est alors que Claude reçoit un appel d'Émilie. Une amie lui a annoncé qu'elle et Jérôme allaient avoir un bébé. Claude, je ne te l'ai pas dit, mais je me suis fait la promesse d'aider un homme bien, et quand ça irait mieux pour lui, je pourrais tomber enceinte. Claude, c'est ce qui s'est passé. Et qui est ce brave homme? Demande Claude en souriant. Comme qui? Toi, bien sûr, dit son ami en riant. Oh Claude, ça marche si bien. Peut-être que tu vas bientôt tomber enceinte toi aussi. Les paroles d'Émilie ont fait réfléchir Claude. Elle n'avait pas dit à Yann la chose la plus importante. Après cette grossesse ratée, elle ne serait jamais mère. Certes, il avait déjà un enfant, mais qu'est-ce qu'une famille sans enfant? Je veux dire, Yann va évidemment en redemander. Il s'avère que Claude le trompe, sans parler de ses problèmes de santé. La jeune fille se demande pendant quelques jours si elle doit dire la vérité à Yann, et un soir, elle se décide quand même. Yann, on ne peut probablement pas être ensemble, dit-elle après le dîner. Audrey jouait dans sa chambre, Yann était au téléphone, Claude faisait la vaisselle, et soudain, elle a dit. Il s'est même levé de surprise. Puis il s'est rassis, confus, et a regardé sa future femme. Claude, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas te tromper. Tu sais que j'ai déjà été marié, mais tu ne sais pas l'essentiel. Claude raconta la fausse couche, les complications de l'opération, le fait que le médecin avait dit sans équivoque qu'elle ne serait jamais mère. Yann l'écoute, tête baissée, puis regarde Claude, lui prend la main. Chérie, on a déjà un bébé. Dit-il, bien sûr, ça aurait été bien d'avoir un autre bébé. Mais il se trouve que nous allons élever une Audrey. Pour l'élever et la gâter. Tu n'es vraiment pas trop fâché, n'est-ce pas? Tu ne vas pas me quitter maintenant? Demande Claude. Tu ne me quitteras pas. Il sourit, ma petite fille, ma sotte.
Je t'aime beaucoup. Comment pourrais-je te quitter? Tu es ma fille. Claude s'est jeté à son cou, la serrait fort dans ses bras. Comment a-t-elle pu douter de Yann? Pourquoi pensait-elle qu'il la quitterait? Elle était juste nerveuse à l'idée du mariage. C'était un mariage amusant. Les collègues de Yann et Claude, Madame Blanchard, Émilie et Jérôme. 20 personnes en tout, mais c'était bruyant et joyeux. La petite Audrey, qui avait soudain une nouvelle maman, était heureuse elle aussi. Non, elle n'avait pas oublié sa propre mère, mais Claude était merveilleuse. Au bout de 6 mois, Claude s'est senti mal. Vous savez, les signes de la grossesse. Nausée le matin, faiblesse, somnolence. Mais de quelle grossesse s'agit-il alors que le médecin lui a donné le verdict depuis longtemps? Claude a des pensées terribles. Et si c'était un cancer? Elle pleurait la nuit, s'apitoyait sur son sort, sur Yann, sur Audrey. Elle avait peur d'aller à l'hôpital pour ne pas entendre le terrible diagnostic. Puis elle s'est ressaisie et Y est allée. Test, examen. La thérapeute regarde ses analyses et regarde Claude avec surprise. Jeune fille, pourquoi êtes-vous venue me voir? Dit le médecin, vous devez voir un gynécologue, d'après les analyses. Vous Y êtes depuis longtemps. Il y a 6 mois, murmure Claude. Mais il n'a rien vu à l'époque. Il n'a rien vu à l'époque, mais il va trouver maintenant. Sourit le médecin, vous êtes enceinte, il n'y a pas de doute. Enceinte. S'étonne Claude, comment? On m'a dit tout à l'heure que j'étais stérile. Tout à l'heure, ça ne compte pas. Allez voir un gynécologue, sourit à nouveau le médecin. Croyez-moi, les miracles existent. C'est votre cas? Le gynécologue a tout confirmé. La grossesse en était à 6-8 semaines et tout était normal. On le garde. A demandé le médecin, comme à son habitude. Bien sûr, répond Claude en souriant. Et lorsqu'elle a appelé Yann au travail pour lui annoncer la nouvelle, il était si confus qu'il n'a pas pu donner de leçon. La grossesse de Claude s'est déroulée normalement. Seul le ventre s'est mis à grossir rapidement. La première échographie est une autre surprise. Claude porte des jumeaux. La future maman ne sait même pas si elle doit se réjouir ou pleurer. Car 2 enfants, c'est une double peine. Et il y a déjà un enfant dans la famille. Comment vont-ils chanter et se débrouiller? Mais le mari est sûr que tout se passera bien pour eux. 2 enfants, c'est une double joie. Pourquoi t'étonnes-tu? Dit Yann en riant. Tu es né avec une sœur acquiesce Claude. Seulement, on ne l'a jamais rencontrée. Ne t'inquiète pas, nos bébés auront un destin heureux, et nous ferons tout pour cela. Je n'en doute même pas. À la date prévue, Claude a donné naissance à 3 bébés, 2 filles et un garçon. Les médecins n'ont su qu'au dernier moment que ce serait le cas, car l'échographie montrait 2 fœtus. C'est simplement que le 3e bébé échappait toujours à la sonde. Le garçon était le plus petit mais aussi le plus bruyant. C'est ainsi que Claude et Yann sont devenus une famille nombreuse. Oui, il y a eu beaucoup de difficultés, mais Claude et son mari s'en sont sortis. La petite Audrey, qui se sentait grande sœur, aidait autant qu'elle le pouvait. Elle pouvait chanter une chanson et bercer les lits. C'était une famille heureuse et sympathique. Lorsque les bébés ont eu 3 mois, Claude a pu s'absenter de la maison pendant quelques heures pour la première fois. Yann l'a laissé aller dans un café pour rencontrer Émilie. Émilie a elle aussi un fils qui grandit, un peu plus âgé que les petits de Claude. Les jeunes femmes sont heureuses de se rencontrer, toutes leurs conversations portent sur les enfants. Et puis Émilie s'est souvenue de quelque chose. Claude, il y a eu un incident en ville. Tu en as peut-être entendu parler. Un vieil homme riche est tombé de la fenêtre de son manoir. On dit que c'est un accident. Il aimait les jeunes filles. Les servantes le fuyaient. C'est tout. Claude se rendit compte qu'Émilie parlait exactement du vieil homme qui était responsable de la mort de Josette. Il a eu ce qu'il méritait. Chacun son métier, se contente-t-elle de dire. Tu n'es pas au courant pour ta tante, reprit Émilie. Elle connaissait toute l'histoire malheureuse, n'est-ce pas? Non. Elle secoua la tête, elle est probablement morte à l'heure qu'il est. Voyons cela avec certitude. Tu te souviens où elle vivait, n'est-ce pas? Émilie, je ne veux pas ça, elle n'est personne pour moi. Et à en juger par sa maladie, elle est dans la tombe depuis longtemps. Assurons-nous. Quoi qu'il en soit, Émilie persuada Claude et ils se rendirent en voiture à cette même maison. Claude n'a aucune envie d'y entrer. Elle demanda aux vieilles dames assises à côté d'elle comment allait Vanessa de l'appartement 23. Elle vit et souffre, soupirent les vieilles dames. Et quand Dieu l'emportera-t-il? Les médecins lui ont donné 1 mois de vie,
et elle vit depuis presque 2 ans après l'opération, et ce serait bien qu'elle vive. Mais elle ne fait que souffrir, elle hurle de douleur, l'ambulance va arriver, ils vont lui faire une piqûre et repartir. Quelqu'un s'occupe d'elle. Demande Claude pour une raison inconnue. Une assistante sociale va la voir. Mais c'est juste pour s'assurer qu'elle est toujours en vie. Oh, pourquoi Vanessa a-t-elle tant souffert? Elle était si bonne, elle aidait les enfants à naître, mais son destin est terrible. Elle a enterré sa fille, et maintenant elle ne peut pas mourir elle-même, alors que la mort aurait été son salut. Et qui êtes-vous pour elle? Je crois que vous ressemblez à Josette. La fille, sa fille décédée. Non, tu l'as imaginé, répondit Claude en tirant la manche de Light, et ils s'en allèrent. Puis ils montèrent dans un taxi et restèrent silencieux. C'est un sentiment étrange, dit Claude, je devrais la détester, et même être content qu'elle souffre. Et pourtant, elle me fait de la peine. C'est parce que tu es une personne normale et que ta tante est un monstre. Laisse-la assumer la responsabilité de ses actes, lui répond Émilie. Tu n'aurais pas dû aller chez elle. Tu aurais peut-être dû aller la voir. Claude, elle est responsable de la mort de ta maman. S'exclame Émilie, c'est impardonnable. Et c'est bien qu'elle ne meure pas. Laisse-la souffrir. C'est la meilleure punition pour elle. Le vieux chauffeur de taxi regarda Émilie dans le rétroviseur, surpris par ses paroles. Puis il se retourne et dit « Les filles, vous me pardonnerez d'intervenir. Je ne connais pas toute votre histoire, mais croyez-moi, parfois la pire des punitions est le pardon. » Émilie lui rendit son sourire, et Claude hésita. « Je lui ai donc déjà pardonné, c'est pourquoi elle est en train de mourir en liberté. » Bien sûr, elle ne le dit pas à haute voix, mais l'idée la tint en haleine. Le soir, Claude confia à son mari qu'elle s'était rendue en voiture chez Vanessa. Elle est encore en vie. Dit Yann en haussant les sourcils, avec une telle maladie, j'ai été surpris aussi, mais elle est là. Yann, aidons-la, l'aider. Claude, tu as perdu la tête. Comment? On l'héberge. Et toi, en plus de t'occuper des enfants, tu t'occuperas de la criminelle. Non, je ne veux pas. Mais il y a des hospices où l'on met de tels patients et où on les laisse partir avec dignité. Au moins, laissez-la mourir dans la dignité, puisqu'elle ne pouvait pas vivre normalement. Je ne veux pas le faire par pitié, mais en mémoire de ma mère, que je n'ai même pas connue. Je pense que ma mère était une bonne personne. Oui, elle a trébuché, oui, elle a fait des erreurs. Elle a été trahie par sa famille la plus proche et ruinée par la personne la plus proche d'elle. C'est le genre de mort que même ma mère ne souhaiterait pas. Claude, tu es mon or. Yann regarde sa femme avec stupeur. Il avait accepté de se renseigner sur ce qu'il fallait faire pour placer une personne dans un hospice. Ce n'était pas si compliqué, et cela aurait pu être fait plus tôt par les collègues de Vanessa, mais tout le monde l'avait oublié. Et les services sociaux ne voulaient pas s'encombrer de tracas et de paperasserie. Quel est l'intérêt de tout cela quand la fin est déjà connue? Vanessa a été transférée dans un hospice. Elle y est depuis une semaine lorsque Claude vient la voir. La jeune femme ne l'a même pas reconnue. La première fois qu'elles se sont rencontrées, Vanessa était malade et n'avait pas l'air en forme. Mais maintenant, elle était presque une maman, mais vivante, Josette. Vanessa ouvre soudain les yeux en voyant la visiteuse. « Je suis Claude. Tu te souviens que je suis venu te voir? Ah vous, dit Vanessa en toussant. Pourquoi êtes-vous venu? Tu es contente de me voir? Non, je suis venu te dire que je te laisse partir. Vous êtes prêtre ou quoi? Où est-ce que tu me laisses partir? Chez ma mère. Dis-lui que je l'aime, même si je ne l'ai jamais vue. Dites-lui aussi qu'elle a 2 petites filles, un petit-fils et une petite fille plus âgée. Je ferai en sorte que mes enfants ne deviennent jamais des ennemis. Et Josette, dis-lui que je vivrai pour nous deux. » Ce disant, Claude se détourna vers la fenêtre, retenant difficilement ses larmes. Dans son dos, elle entendit une sorte de gloussement. C'était Vanessa qui riait ainsi. « Alors, tu es sûre que je vais bientôt mourir ?» entendit-elle la voix de sa tante. « On vit tant qu'on est mesuré. » répondit Claude et s'éloigna. Elle ne se sentait pas soulagée après cette rencontre, elle avait juste envie de parler à Vanessa. Et dans la nuit, Vanessa est morte. Claude s'en est rendu compte avant même l'appel matinal de l'hospice. Elle a rêvé d'une jeune et belle fille, petite et mince. Elle riait, faisait signe à quelqu'un. Soudain, Josette était à côté d'elle et toutes deux appelaient quelqu'un. Soudain, une troisième figure émergea de l'obscurité, une femme, vieille et voûtée. Elle s'est approchée des 2 femmes. Ils restèrent silencieux un moment,
Puis soudain ils l'entourèrent de leurs bras, lui prirent les mains et s'éloignèrent dans la brume. Yann avait pris la peine d'enterrer Vanessa. Oui, il était contre que l'État l'enterre. Après tout, qui était-elle, Claude, dans les journaux? Elle n'est personne. Et vu son passé, elle devrait être reléguée aux oubliettes. Mais Claude a insisté. Ce sont des êtres humains. Quelques années ont encore passé. Yann a quitté l'Institut et s'est lancé dans les affaires. Il a ouvert une agence de voyage, qui est très demandée. Audrey est déjà entrée à l'école. Pauline, Béatrice et Guillaume étaient en maternelle. Claude aussi est allée travailler. Claude était très heureuse. Elle avait une famille, des enfants, un mari qu'elle aimait, un travail intéressant. Quoi d'autre pour vivre? Un jour, en rentrant chez elle le soir, elle décida d'aller se promener. Yann était allé chercher les enfants à la garderie plus tôt. Ils étaient tous à la maison et l'attendaient. Je crois qu'ils ont même préparé le dîner ensemble. C'est du moins ce que Yann lui a dit au téléphone. Claude s'est promené dans le parc et a profité de la nature automnale. C'était en septembre, les feuilles bruissaient doucement sous ses pieds, les rayons du soleil couchant traversaient les branches dorées des bouleaux. C'est alors que le téléphone portable a sonné, un numéro inconnu. La jeune femme décroche. Dans le combiné, elle entend une voix d'homme, lointaine, comme un rappel. « Claude, bonjour, tu m'as reconnu. J'ai eu du mal à trouver ton numéro, dit l'interlocuteur inconnu. Eh bien, dis-moi, mon ami, comment vis-tu? Je vis bien. Et qui est ce? Répondit-elle calmement. Qui? Tu n'as pas reconnu ton mari bien-aimé. C'est moi, Franck. Claude, je suis si heureuse d'avoir de tes nouvelles. Je pense à toi depuis tant d'années que je n'ai jamais osé t'appeler. Claude, je me suis trompé. Je m'en excuse. Où habites-tu maintenant? D'après le numéro, quelque part dans le nord. Et toi, où es-tu? Je viendrai où vous voudrez. Et pourquoi viendriez-vous? Sourit Claude. Comment? Eh bien, nous avons eu tellement de choses à faire. Claude, je ne peux pas t'oublier. Oui. Comme la dette. Quelle dette? L'argent que je t'ai donné. Eh bien, Claude, nous en parlerons, bien sûr. Oui, j'ai mal agi, mais c'est Amandine, la malheureuse, qui m'a égaré. J'ai succombé à ses sollicitations. Je t'ai trompé. Je suis désolé, mais j'ai rompu avec elle il y a longtemps. Claude, j'ai beaucoup d'argent maintenant. Je te rembourserai. Je ne veux rien de toi. Et je ne veux pas te voir. J'ai une autre vie depuis longtemps. Oublie-moi. Claude, tu te trompes? Tu ne peux pas faire ça. On s'est aimé, c'est du passé. Et Claude a coupé la communication et a bloqué ce numéro inconnu. Pourquoi appelait-il? Pour quelle raison? Claude ne comprenait pas, mais c'était si peu important pour elle qu'elle a vite oublié l'appel. Et puis, il y a eu un reportage à la télévision. Il s'agissait d'une organisation criminelle. Tous les organisateurs ont été arrêtés en même temps, mais le principal d'entre eux s'est caché. Ils ont fouillé le pays pendant près d'un mois et l'ont arrêté à l'aéroport. Le reportage montrait le visage du criminel en gros plan et Claude fut surpris de le reconnaître. Franck, on comprend alors pourquoi il l'a appelé, il veut qu'elle le cache. Naïf, idiot, il pensait que Claude l'aimait encore. Quand Claude a raconté tout cela à Yann, celui-ci a dit en plaisantant qu'on pourrait faire toute une série sur le sort de sa femme. Pourquoi un film? Dans la vie, tout est beaucoup plus intéressant, répond Claude. Tu as raison, mon amour. Yann entoura sa femme de son bras et ils restèrent à regarder par la fenêtre. Et derrière la fenêtre, la première neige tombait, cachant la grisaille et la saleté. Bientôt, ce serait l'hiver, avec ses gelées et ses vents, puis le printemps, l'été chaud, qui serait remplacé par l'automne doré. Il en est et il en sera toujours ainsi dans la nature, et l'homme n'est qu'un grain de sable dans un million d'autres événements et phénomènes. Mais l'essentiel est de vivre cette petite vie pour que vos descendants se souviennent de vous avec chaleur et fierté, et qu'ils vivent en harmonie, sans haine ni colère.